Bonjour. Bonjour. Bonjour, il y a déjà. J'étais même pas là. Et il y avait déjà des gens qui râlaient, qui se plaignaient, qui pleurnichaient sur mon chat. C'est possible que vous arrêtiez de râler tout autant que vous êtes. C'est possible. Parce que, alors, oui, la musique tournait en boucle. D'accord. Déjà, première chose. Deuxième chose, je lis des phrases affreuses dans mon chat du style les maths, c'est vraiment un truc merveilleux. Que font les modos? J'ai nommé des modérateurs et on voit quand même ce genre de choses dans mon chat. Mais bonjour, bonjour Lenny Bar. Il y a des gens qui disent qu'on m'entendait respirer pendant cet écran d'attente. Alors, que les choses soient claires. Non, puisque j'étais même pas à côté du micro, j'étais même pas là. Ce que peut-être vous avez pu entendre, d'accord, peut-être, c'est que c'est peut-être. Non, mais j'étais pas là. Arrêtez, Coran, arrête. Tu t'entendais toi-même respirer. Je pense que ce qu'on entendait, c'était les travaux, parce qu'en revanche, il y a énormément de bruit dans mon immeuble ou alors c'était la respiration d'un fantôme qui vit dans dans mon appartement. Et je vais vous dire, c'est pas grave, j'en visite un nouveau demain. Donc peut-être qu'il y a ce genre de choses. Écoute, si t'as eu de ces sensations ASMR, c'est très bien. Écoute, il y a des gens qui font des streams ASMR premier degré. Ça va être la tier list ASMR. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une tier list polémique. Et avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est les nibards. J'ai jamais vu des nibards aussi honnêtes que ça. Alors, avant de commencer, on est d'accord que c'est le deuxième live en combien? En 2 jours? C'était hier qu'on a fait ce room tous ensemble. D'ailleurs, il y a le replay sur YouTube si ça vous intéresse. C'était genre hier, donc ça fait 2 lives en 2 jours, ce qui est un record pour moi. Déjà 2 lives en une semaine, c'est un record pour moi. Et ce que je vais faire, c'est maintenant que je sais faire les sondages, je vais lancer un sondage. On va essayer de définir pourquoi 2 lives en 2 jours. Alors, pourquoi 2 lives en 2 jours? Et alors, l'option 1, ce sera j'ai pris goût au sub. Enfin, l'argent des subs. L'option 2, ce sera je procrastine sur un autre truc. J'arrive pas à l'écrire un truc. Bon, je procrastine, d'accord. Genre, il y avait autre chose à faire et je le fais pas. Quelle autre option? Truc important à dire. Peut-être que c'est ça. Peut-être que le sujet du jour me tient vraiment à cœur. Autre option. Le fantôme que vous avez entendu me force. Voilà. Donc je vous laisse voter là-dessus. Voilà. Je vous laisse voter là-dessus. Voter, hein, c'est important. On oublie trop souvent que la démocratie c'est important. Poleto me félicite pour mon layout et je l'ai fait moi-même. Et aujourd'hui j'ai voulu aller vers la simplicité. Voilà. Fibre me donne trop de traits. Alors, true story. Fibre m'a donné une mission hier et il m'a dit, il a fait un truc inédit. J'ai jamais eu un employeur, aucun freelance n'a jamais eu un employeur faisant ça. Il m'a donné, comment on peut appeler ça, une anti-deadline, une live line, un truc comme ça, c'est-à-dire, il m'a dit, je ne veux pas que tu me rendes ça avant telle date. Donc, il y avait un contexte qui justifiait ça, parce qu'il a l'habitude que je rende un peu vite les trucs, et il m'a dit, s'il te plaît, pas avant la semaine prochaine. Et je crois qu'en fait, c'est parce que quand je lui rends, il veut réagir tout de suite, ça rentre dans sa to-do list et tout, et donc il m'a demandé de le rendre après, donc j'ai une live line, voilà, j'ai ça. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Ça y est, les gens disent que je procrastine. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai autre chose à faire et je ne le fais pas. Tout simple, mais c'est pas de la procrastination, c'est de la procrastination créative, c'est-à-dire je le laisse mariner en fait. Vous savez, c'est un truc d'écriture que je dois faire évidemment. Euh, et en fait, euh, je le laisse monter en moi, tu vois, je le laisse monter, je laisse bouillonner le projet pour qu'en fait au moment où je vais l'écrire d'un seul coup, d'accord? Vous comprenez? Je veux pas y aller petit à petit, que ce soit laborieux et tout. Je veux que ça se forme entièrement en moi. Et donc pour que ça arrive, je dois penser à autre chose. Et je dois penser à des choses vraiment très prenantes, très importantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un classement
des meilleurs détectives, des meilleurs enquêteurs de fiction. D'accord, de fiction, je précise, on va pas la peine de me donner des noms de vrais flics. Je les connais pas, je m'en fous. Vous savez quoi, j'ai enlevé mon casque, il ne me sert à rien. Non, il y aura pas un Indien dans la ville. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait hier. C'est un truc de mon côté. Euh, et non, je vais pas. Vraiment, mon projet, en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit dont j'ai pu vous parler jusqu'à maintenant. Ça n'a rien à voir avec rien. Il faut juste que ça monte en moi. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on va faire un classement des détectives. Ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Instagram ont dû voir mes appels où j'ai dit allez-y, donnez-moi vos détectives préférés. Et donc j'ai reçu plein de suggestions, des dizaines. Je crois que là j'en ai à peu près une centaine, il y en a que j'ai oublié d'intégrer. Il va falloir que je les intègre au fur et à mesure, on va pas faire le classement jusqu'au bout. Alors Vidoc il est réel. Vidoc existe, mais Vidoc a été fictionnalisé tellement de fois qu'il aurait peut-être sa place dans le classement. Fifi Brin d'Acier, c'est vrai que c'est une grande enquêtrice, Fifi Brin d'Acier. Il se passait rien en plus dans Fifi Brin d'Acier. Je peux même pas dire genre une fois elle a résolu un mystère. Il se passait rien du tout. Fantomètre aurait peut-être sa place, mais Fantomètre c'est un peu. Ça pourrait s'appeler Colombo Estière. Peut-être que c'est comme ça que je mettrais, que j'appellerais le replay. Quoi qu'il en soit, il y a plein de gens. Dora. Bon, c'est un peu dans le nom que c'est pas Dora l'enquêtrice, c'est Dora l'exploratrice. Mais bon, Dora, ça peut tenir un peu la route. Tu vois, même si techniquement le coupable dans les enquêtes de Dora, c'est toujours la même personne. Donc voilà, donc je vais faire ce classement. Je vais pas tous les placer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous pouvez continuer à m'en donner d'autres. Barnaby a déjà été cité, il a été cité plusieurs fois, dont une fois par mon père. Donc on va parler de tout ça, on va tous les regarder, on va tous prendre le temps et on va pas tous les faire aujourd'hui, ça va être en plusieurs épisodes. J'espère que ce feuilleton va vraiment vous prendre aux tripes et que vous allez vraiment vous sentir impliqué. Vous avez le droit de débattre, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi dans le chat. Mais évidemment, comme d'habitude, je ne prendrai pas ça en considération, je ferai quand même comme j'ai envie. Les rangs sont les suivants. Tout en haut, on a rang S. Si vous m'avez déjà vu faire des tier lists sur cette chaîne, vous savez à qui est réservé le rang S. Vous pouvez en suggérer en cours de route, bien sûr, mais je les intégrerai peut-être pas tout de suite, mais je vais les noter. Je vais les noter à côté pour y penser. Vous savez quoi? Regardez, je note tout de suite. Je note tout de suite les pertinents que vous avez cités là. Je vais noter. Je vais noter Fantomètre. Je vais noter Dora. En plus, j'ai un gros problème, il n'y a pas assez de meufs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un rang S et un génie? Poletto a compris. Voilà, c'est ça. C'est ça. Malheureusement, des Corses, j'en ai aucun. Il n'y a pas assez de détectives corses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a dans la vraie vie, il y en a beaucoup. Mais en fiction, pas tellement. Bref, oui, effectivement, c'est ça le rang S. Hein. Le rang S, c'est vraiment pour les dieux vivants. D'accord. Tu vas comprendre, t'inquiète pas, Pigmentarium, on va faire la même chose en boucle pendant 2 heures là. Donc voilà, donc le rang S, effectivement, c'est plutôt pour les roues. Voilà, c'est comme ça. Mais je vais mettre aussi mes vrais préférés, je vais les mettre là, mais c'est comme ça. Ensuite, en génie, c'est le rang maximum pour les gens qui sont pas roux. Ensuite, correct, c'est ceux que j'aime bien. Ok. Élémentaire, c'est vraiment ceux qui sont basiques, c'est-à-dire ceux qui font le taf et rien d'autre. Ok, c'est le service minimum. Ok. Ensuite, débilos. Je sais que ça peut sembler un petit peu méchant, mais débilos, c'est ceux avec qui j'ai du mal. C'est ceux que j'aime pas, d'accord. Ouais, t'avais cité Gérald et Rouletabille. Rouletabille qui a une place très particulière dans mon cœur, je vais en parler. On peut citer Gérald aussi, évidemment. C'est Akiba le roux, c'est qui Akiba? Là, je connais même pas. Pigmentarium, tu es dans le rang S par subterfuge. Évidemment que je parle des roues naturelles. Voilà, je suis désolé, je sais que ça peut sembler un petit peu intransigeant, mais dans la vie, il faut avoir des valeurs. Ensuite, j'ai la catégorie pas assez d'indices, c'est pour ceux je les connais, mais à peine. Tu vois, je sais pas ce qu'ils font juste, donc j'ai pas d'opinion. Ça clash. C'est un peu mon rapport avec le chat, je fais que insulter, hein, mais c'est comme ça. Et enfin, hors sujet, c'est ceux qui ne rentrent pas pour moi, qui sont pas des vrais détectives, ou en tout cas, on ne suit pas leurs aventures parce que c'est des vrais détectives. D'accord. Putain, Lenny Barr, tu me perds. Tu parles dans une langue étrangère, j'arrive pas à suivre. Donc voilà. Ah, Navarro, est-ce que je l'ai mis? C'est quoi, je le note et s'il apparaît pendant le live, peut-être que ça veut dire que je l'ai en doublon. Parce qu'il me semble qu'on l'avait déjà dit, Navarro. Putain, Navarro, c'est bien des rêves de vieux en plus. C'est tout un peu des rêves de vieux. Et vous allez découvrir, j'espère. Ah, Barnaby,
Barnaby et d'Eric. Je crois que j'ai mis un des deux, mais peut-être. Si, j'ai mis les deux. J'ai mis les deux. Euh... Bon, vous savez quoi, on va se lancer. Je vais les prendre complètement au hasard. N'hésitez pas, il n'y a pas d'ordre. Je les chope au hasard. J'ai une fenêtre, comme ça, ils vont tous apparaître complètement au pif. Et je vais pas hésiter à dévier dans ce dont on va parler. Ah putain, Rex, chien flic, excellente idée, Rex. Par contre, Doctor Who, c'est complètement hors sujet, mais bon, Rex, excellente idée. Allez, vous savez quoi, on se lance tout de suite. Je clique au hasard et ah voilà, Poletto, petit miracle en direct. Celui sur lequel j'ai cliqué au hasard, c'est lui, c'est Navarro. Voilà. Alors, Navarro, qui ici est suffisamment âgé pour se souvenir de Navarro? Qui ici est suffisamment vieux pour se rappeler de Navarro? Alors, vous savez quoi, là, je suis en train sur une autre fenêtre. Je suis en train d'ouvrir la page Wikipédia de Navarro. Parce que je me rappelle du commissaire Navarro, d'accord. Je me rappelle que genre toute l'intrigue c'était autour du fait que il était enquêteur, d'accord. Il menait des enquêtes, mais aussi il avait une vie de famille, genre il élevait seul sa fille, je sais pas s'il était veuf ou quoi. Jack Malone, je l'ai rajouté ce matin. Il y aura Candiac et j'ai beaucoup de trucs à dire là-dessus et j'ai des détectives Pikachu, donc c'est bon, ceux-là sont déjà notés. Navarro. Je me rappelle, il avait une fille qui était adolescente, genre, mais il l'élevait seul. C'était ça. Et alors, c'est français, Navarro, voilà. Ce que je vérifiais sur Wikipédia, c'est est-ce que c'est adapté d'un truc? Et la réponse est non. Ce n'est pas adapté d'un truc. C'est pas des romans à la base, ni quoi que ce soit. C'est pour ça que ça me parle assez peu. Il me semble que ça existait pendant à peu près 65 millions d'années. Combien ils ont fait de saisons de Navarro? Ça a commencé en. Ils ont fait 108 épisodes et c'était des téléfilms à chaque fois, donc c'était 90 minutes. Donc ouais, monument de la télévision, c'était sur TF1 et je pense, ça a commencé en quelle année? Je cherche sur internet. Ça a commencé en 89, donc quelques années avant ma naissance. Comment s'appelle le détective dans Roger Rabbit? On me l'a déjà suggéré de toute façon, donc t'inquiète pas. Ça a commencé en 89, donc plusieurs années avant ma naissance. Et je pense que ça s'adressait déjà à l'époque à un peu un public de retraités, d'accord? Parce que tu as typiquement mon père avait 19 ans quand ça a commencé, et vraiment je crois pas que mes parents aient déjà regardé un seul épisode de Navarro, hein, donc bon, Navarro, ça va être malheureusement, hein, je suis désolé si ça semble cruel, voilà, bah oui, plusieurs années avant ma naissance, c'est la vérité. Je me suis dit c'était plus choquant de dire que mon père avait 19 ans. Bugsy Malone. Ah, écoute. Bref, Navarro, ça va aller dans pas assez d'indices, d'accord? Parce que je suis trop jeune. Donc Navarro, il part dans pas assez d'indices, je sais pas. Et je me rends compte que j'ai mis des images beaucoup trop grandes, je vais devoir tous les réduire entre chaque session de ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc vous savez quoi, Navarro? Je vois qu'il n'y a pas de personne ne débat sur pas assez d'indices. Tout le monde est d'accord que Navarro, sa place est dans pas assez d'indices. Allez, un autre complètement au hasard. Celui-là, ça va peut-être faire un peu débat. Parce que j'ai une opinion tranchée sur lui. Patrick Jane. Faut que je zoome un petit peu ou pas? Ou c'est bon, vous les voyez bien, tous ces mecs-là. Non, parce que... Non, Poletto. Quel garçon de 19 ans est ami avec un gosse de 11 ans? Tu dis n'importe quoi. Bon, alors... Non, Lady Bar, tu peux pas dire qu'on est tous trop jeunes pour Sherlock Holmes. Oui, Sherlock Holmes existe depuis le 19e siècle, mais Sherlock Holmes il a continué à exister sans arrêt, alors que Navarro, bon. Alors, Patrick Jane, alias le mentaliste. Vous connaissez tous parce qu'on nous a imposé le mentaliste pendant des années. Donc, pour petit résumé, c'est un mec qui qui aide la police à résoudre des enquêtes criminelles, Patrick Jane, en utilisant... Ah putain, je vais essayer de pitcher le reboot de Navarro. Sherlock ne se réincarne pas tous les 10 ans, Sherlock se réincarne tous les 6 mois à peu près en termes d'adaptation. Donc Patrick Jane, le mentaliste. C'est un peu insupportable à regarder, je trouve personnellement. C'est un mec qui résout des mystères en utilisant des techniques de mentaliste, c'est-à-dire en utilisant le bullshit. D'accord.
On peut le dire, c'est la vérité. Il utilise le bullshit. Donc ça va être suggestion, hypnose, deviner des trucs. C'est que du bullshit. C'est des trucs qui marchent même pas dans la vraie vie en plus. Donc c'est vraiment. Et je crois que ça a vraiment lancé une génération d'escrocs dans tous les domaines. C'est-à-dire que d'un seul coup, un truc qui se serait limité à un spectacle un peu agaçant dans un restaurant spectacle, je suis désolé, je dénigre à fond le métier, c'est devenu un truc qui apparaît maintenant dans les entreprises, dans des milieux tout à fait normaux et tout, et qu'on nous impose à longueur de temps. J'ai beaucoup de mal à supporter ça. Ce qui permettait à Patrick Jane d'être l'homme le plus intelligent dans sa série, c'est qu'il était entouré d'abrutis. C'est vraiment ça, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les personnages de flics et tout qui étaient autour de lui, ils étaient tous mais débiles. Ils étaient d'une connerie, tous ces personnages. Donc je sais, apparemment, je pense que c'était les gens qui étaient un peu amoureux de lui, un peu Patrick Jane qui était très fan de cette série. Mais alors moi, j'ai jamais accroché. Je trouvais les mystères. Bon, alors les mystères, que les choses soient claires, c'est toutes ces séries modernes avec un détective. Où vous savez, où c'est tout le concept des détectives qui en fait sont ultra spécialisés. Tu vois, c'est le détective spécialisé dans les ongles de doigts de pied. Et comme par hasard, toutes les enquêtes peuvent être résolues en utilisant des ongles de doigts de pied, tu vois. Et donc celui-là, c'était le mentalisme, sa spécialité. Et le problème, c'est que toutes ces séries, les Américains, ces 15-20 dernières années, ils en ont fabriqué des centaines tous les ans. Et les enquêtes sont interchangeables. C'est un truc de fou. C'est tout le temps les mêmes enquêtes. Et c'est tout le temps les mêmes structures. T'as les éboueurs qui trouvent un cadavre. Et puis ils vont poser des questions à un premier témoin, qui les envoie vers un deuxième témoin, qui les envoie vers un troisième témoin, qui les envoie vers un quatrième témoin. Et là, il y a le médecin légiste qui découvre un truc, qui dit: ah, mais attendez, en fait, le premier témoin, il vous a pas tout dit. Et on revient au premier témoin et il avoue tout. Et c'était lui le coupable. Et c'était ça à chaque fois. D'accord? Donc super relou. Voilà. Donc, je suis désolé, je suis parti dans cette tirade et du coup j'ai pas lu ce que vous disiez dans le. Ouais, il avait lu le script, ben ouais, un petit peu, mais c'est toujours ça après. Hein. C'est vrai, Pigmentarium, que ça pourrait être finalement un bon truc de détective parce que la plupart des gens ont des ongles de doigts de pied. Donc finalement, c'est peut-être que je tiens un concept, peut-être que je vais vendre ça à Hollywood. Et oui, il avait le sourire malicieux, Patrick Jane, et les yeux tombants. Voilà. Il faisait pas partie de la police, mais il travaillait avec la police. Voilà. Mais Colombo, oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Colombo. On va y venir à Colombo. Il est évidemment dans ma liste. Bon, quoi qu'il en soit, Patrick Jane, il part chez les débilos. Hein. Je suis désolé, Patrick Jane. J'irais me dire que c'est le débilos originel. Donc voilà, désolé Patrick. Et puis aussi, Patrick, c'est pas sérieux comme nom pour un détective. Je suis désolé. On peut pas. Patrick, quoi. Patrick Sébastien. D'ailleurs, il fait des numéros de cabaret, donc c'est un peu. Et si Patrick Sébastien était détective, quoi. Donc très bien. Et bien en plus, il avait aussi le truc cliché du gars qui a une. Sa famille a été tuée par un méchant et du coup, c'est genre la seule enquête qu'il a jamais pu résoudre. C'était ça le truc. Arrêtez de tout le temps faire ça. Arrêtez. Le seul qu'il a bien fait, c'était Monk. Et c'était pas la peine de le refaire tous les ans, 10 fois par an. Donc voilà, donc Patrick Jane, ça part chez les débilos. Et tout à l'heure, j'ai dit les enquêtes de toutes ces séries policières qui faisaient un peu en série, des séries en série, pardon. C'était. Il y a eu un exemple comme ça, où il y a eu un espèce de micro-scandale, où à un moment donné, il y a la prod de Lie to Me, je crois, qui avait repris tel quel le scénario d'un épisode de Bones, et ils avaient repris exactement le même scénario. Mais juste, c'était les personnages de Lie to Me qui étaient à la place, tu vois, mais avec les mêmes indices, tout pareil, exactement pareil. Et les gens avaient dit: mais vous croyez vraiment qu'on s'en rend pas compte qu'on est amorphe à ce point-là? Et en gros, la réaction de la prod, ça a été oups. Ça a été vraiment d'accord. On a essayé, c'est comme ça. Enfin bref. Bref, oui, alors on est en train de. Il y a des gens dans le chat qui débattent de l'intégrité finalement de l'inspecteur Colombo qui enquête à charge. Et est-ce que finalement c'est pas un peu un médium lui aussi qui sait dès le début qui est le coupable? Mais j'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment, est-ce qu'à la fin ces raisonnements ils tiennent la route? Alors j'adore les maths. Lenny Barr me dit: j'allais m'abonner mais t'as dit que t'aimais pas les maths. J'adore les maths quand les maths c'est genre plus un abonné. Voilà, ça j'ai plus un sub. Ça j'aime bien ce genre de maths. Donc n'hésite pas.
Ça, c'est con, j'aurais dû mettre le. J'aurais dû mettre le chat. Bon, c'est pas grave. Voilà, les maths sur mon compte en banque, tout à fait. Bon alors, qui est notre détective suivant? Oula, celui-là, il a une actu. Est-ce que vous vous rappelez de John Luther? John Luther. Alors déjà, est-ce que vous vous rappelez qu'il s'appelait John? Parce que la série s'appelle Luther, tout le monde l'appelle Luther tout du long. Ou DCI Luther. Joué par... Comment ça? Inconnu au bataillon, jamais vu. Mais alors là, les enfants, pourtant c'est culte. Hein. C'est culte, c'est du culte moderne, mais c'est culte. Donc c'est britannique. Luther génie. Alors là, il y a des gens... Ouh là là, mais voilà. Je vous ai dit, il y a des gens, ils postent pour la première fois dans le chat... Tellement ils sont amoureux de Idris Elba. D'accord. Je savais qu'il y a des gens qui allaient se mettre là-dedans direct. Luther, et pourtant, alors vous dites le génie, il faut le mettre en... Bon, il y a des gens qui me demandent en rang S. Il est pas très rouquin, Luther, mais je peux lui pardonner éventuellement si je l'aime beaucoup. Mais c'est pas la question. Effectivement, l'une tu as raison, Luther c'est compliqué. Luther c'est compliqué pourquoi? Parce que c'est une série. À la base c'était une série, d'accord. Idris Elba dans The Wire. The Wire, c'est beaucoup mieux écrit que Luther, on va pas se mentir. Alors je vous explique pour ceux qui connaissent pas. Luther, c'est une série anglaise. Il me semble que c'était genre sur la BBC à la base. C'était genre une saison, une enquête de l'inspecteur Luther de la police de Londres. Qui enquête systématiquement sur des tueurs en série. Dans chaque saison, il poursuit un tueur en série pour essayer de le choper. Mais Luther, c'est vraiment le héros de film noir, tu vois. Il est badass, il s'en fout des règles, il enfreint tout le temps les règles, tu vois. Il a des méthodes d'interrogatoire qui touchent à la torture, à la violence. Il y a Cinétique dans le chat qui nous dit c'est Sherlock version BBC, mais qui met des patates de forain. C'est vrai qu'il fait ça. Il met notamment, moi il y a une image qui m'a marqué, je pense que ça doit être dans le premier épisode, où il donne pas une patate, il donne un coup de l'intérieur de son coude à quelqu'un. Et genre, limite, il lui arrache la tête, d'accord? Donc, c'est Idris Elba. Pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'on découvrait Idris Elba, même si avant, il avait fait The Wire. Mais pour une grande partie du public, c'était la première apparition de Idris Elba. Et le fait est que c'est un mec, quand on le voit la première fois, cet acteur, il a un charisme assez incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois pour la première fois, sa voix, en plus, si vous le regardez en VO et tout... t'es obligé de te dire ouah, il est super stylé ce mec, tu vois. Et en plus dans l'histoire il joue une espèce de fantasme masculiniste, on va pas se mentir. Il joue un espèce de mec, tu vois, qui doit jouer en dehors des règles, mais ses instincts sont toujours justes, et il en a rien à foutre de ce qu'on lui dit, et il est très très intimidant, tu vois. Et en même temps il est super intelligent, mais quelque part il a pas besoin d'être super intelligent parce qu'il pourrait aussi courir en ligne droite au travers de tous les buildings jusqu'à défoncer la gueule du mec qui poursuit. Donc voilà, c'est un mec, Lenny Barr nous dit il envoie des ondes intimidantes. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Intimidante et en même temps un peu sexy, tu vois. Donc c'est les deux à la fois. Donc tout ça pour dire que ça a créé un engouement de fou sur la première saison de Luther. Et tout le monde était en mode waouh, c'est trop stylé et tout. Et puis du coup, ils ont fait une deuxième saison. Puis ils ont fait une troisième saison. Et petit à petit, les gens se sont dit, mais attends une seconde. C'est tout le temps la même chose. Déjà, première chose. Et deuxième chose, c'est un peu con en fait. C'est-à-dire que déjà, les saisons sont calquées exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il se passe vraiment les mêmes choses, les mêmes twists et tout. Dans chaque saison, c'est tout le temps la même chose. Et puis surtout, Pigmentarium, bienvenue. Mais surtout, je veux dire, c'est complètement sans queue ni tête la façon dont c'est écrit. C'est incroyable, Luther, pour ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'analyse de l'intrigue, mais. Les enchaînements, la façon dont Luther va d'un indice à l'autre, mais ça n'a jamais le moindre sens. Les trois quarts du temps, Luther, il enquête en utilisant son sens d'araignée. C'est vraiment... Les trois quarts du temps, des fois, tu vois, la scène commence et Luther rentre genre dans une boîte de nuit glauque. C'est toujours glauque, hein, il vit dans un univers ultra glauque. Il rentre dans une boîte de nuit, sadomaso-échangiste, je sais pas quoi. Et il y a le coupable là-dedans. Et genre, il n'y a aucune explication sur comment il est arrivé là, comment... C'est dans le... Ah, alors Lenny Barr, c'est un truc sur Idris Elba. Effectivement, il dit c'est dans le thème des doigts de pied. Mais Lenny Barr, je frôle le ban sur cette chaîne à chaque live. Est-ce que vraiment on va rentrer dans cette anecdote ou pas? Est-ce qu'on va vraiment parler de ça? Non. On n'en parle pas. Les gens n'auront qu'à faire leur propre recherche. Mais je connais l'histoire. Bref. Donc Idris Elba, très charisme. Ouais, mais il y a un côté comme ça, c'est ça, on a l'impression qu'Orad nous dit il a fait toutes les boîtes de nuit au pif depuis le début de la soirée, il finit par tomber juste. Mais je vous promets que des fois, genre il est dans une foule
et il y a le tueur qui passe, et nous on sait que c'est lui le tueur parce qu'il y a un mouvement de caméra, il y a une musique qui fait peur et tout, tu vois. Mais Luther, il l'entend aussi, la musique qui fait peur, en fait. Et il se met à poursuivre le mec d'un coup, comme ça. Pile à l'instinct. Et donc après, il y a sa direction qui dit Luther, vous pouvez pas casser la gueule de mec au hasard, comme ça, dans une foule. Et Luther, il est là, ouais, moi je fais confiance à mon instinct et tout. Bref. Il y a, genre ce mois-ci. Il regarde la série en même temps que nous, c'est exactement ça. Mais attends, alors Cinétique nous dit vivement le live action Black Sad doublé par Idris Elba avec des petites oreilles pointues. En vrai, évidemment que s'ils veulent faire une adaptation qui tient la route de Black Sad, évidemment que c'est Idris Elba. Je veux dire, il y a aucun doute, c'est le même personnage que Luther. C'est le même délire. Sauf que peut-être que non, c'est pareil, ils ont tous les deux une vie de merde et tout, c'est les mêmes persos, d'accord. C'est du film noir moderne. Et ils pourraient le faire à la manière de Cats, Coran, excellente idée, où c'est genre des images de synthèse avec la gueule d'Idris Elba et des petites oreilles, j'adorerais. Franchement, je le regarde, aucun problème le film, et plus ça me mettrait mal à l'aise, mieux ce serait. Personnellement, je trouve que c'est une excellente idée. Ils ont sorti ce mois-ci un film, Luther. Il est sur Netflix. Donc c'est la suite de la série, c'est le même personnage et tout. Mais sauf qu'on va encore plus loin, c'est-à-dire que Luther, mini spoil, mais Luther se retrouve en tôle au bout de 5 minutes de film, d'accord. Et c'est tous les mêmes bullshit que d'habitude dans Luther, d'accord. Il y a rien de nouveau. Ils ont fait le film, mais ça aurait pu être juste une saison en plus, d'accord. Et en fait, le charisme d'Idris Elba ne suffit plus à supporter cet univers, quoi. Ça devient presque de l'autoparodie et c'est dommage. Là-dedans, il y a quelqu'un tout à l'heure dans le chat qui disait que Luther c'était un peu Batman, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, dans le film Netflix, il y a des plans où vraiment c'est tourné à la Batman. C'est-à-dire que quand Luther sort de prison au début du film, il se met au sommet d'un immeuble pour observer sa ville, donc Londres, et il a son manteau, son impair qui vole au vent comme ça et tout, et limite il est debout sur une gargouille, quoi. C'est exactement Batman. Il y a aussi un moment où il retrouve sa bagnole, la voiture qu'il conduit dans la série, et genre t'as la musique qui s'emballe et tout, il a retrouvé sa Batmobile et tout, alors que c'est une voiture normale, tu vois, sauf qu'elle a le volant du mauvais côté parce que ça se passe à Londres, et ils en font tout un truc, et clairement c'est pour créer une mythologie autour du personnage, mais ce qui est très drôle, c'est qu'au final, la voiture, il l'utilise pas dans le film. Tu vois, on la voit, il y a tout un truc, mais il l'utilise pas du tout. Bah oui, et Coran fait un lien en disant c'est le problème de DC ces dernières années, les acteurs et actrices charismatiques, ça suffit pas à compenser un bon scénario. Et une bonne. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Et Cinétique nous dit tout le monde sait que c'est Dobé, mais personne n'a osé le dire à Idriss. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est pour faire plaisir à Idriss qu'on fait tout ça. Voilà. Non, il n'a pas de majordome, Tony Truant. Il a quand même pas de majordome parce que par contre, il a pas une thune, Idriss. C'est pour ça d'ailleurs qu'il porte toujours dans le même impair, il porte tout le temps les mêmes fringues. Il s'arrête jamais pour faire pendant ses enquêtes, il s'arrête jamais pour prendre une douche. Je pense pas qu'il possède d'autres vêtements. C'est une catastrophe. Bref, il y a un côté, on sent que c'est un peu d'espèce de l'auto-fantasme. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de films noirs modernes qui sont sur ce modèle-là, tout simplement parce qu'on a perdu un élément essentiel de ce qu'était le roman noir à l'origine, quand ça a commencé aux États-Unis dans les années 50-60. C'est la critique sociale. C'est-à-dire que tu lis des romans noirs classiques, les personnages de détectives, c'est la représentation du prolétariat aux États-Unis qui se fait complètement écraser dans cette société-là. Et c'est pas pour rien que systématiquement leurs enquêtes les amènent à révéler la corruption de gens puissants. C'est toujours le méchant, c'est toujours monsieur le maire, c'est toujours le riche entrepreneur, le riche promoteur immobilier, des gens comme ça. C'est pas pour rien, ça avait un sens. Et dans les films noirs modernes, on n'a plus cette critique de la société, plus du tout. Et à la place, on crée des méchants façon le Joker, c'est-à-dire des méchants qui sont extrêmement méchants, et genre, du coup, le péril sociétal qu'on cherche à dénoncer, ça va être l'existence de méga psychopathes qui sans aucune morale, etc. Et ça, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Moi, personnellement, j'y crois pas vraiment à l'existence du mal absolu. Et c'est ce que fait... Et c'est ce qu'ils font dans Luther. Et là, encore une fois, dans le dernier film, il a carrément un discours. Le méchant de l'histoire, le tueur en série, genre un espèce de discours inclusif du style oui, à quand une place pour les tueurs en série dans la société et tout, on est né comme ça, c'est pas notre faute, etc. quoi. C'est vraiment la thèse qui est défendue dans cette série-là. Forcément, je peux pas être d'accord avec ça, et puis c'est un peu yanche, quoi, parce que du coup, ça dit rien. Mais bon, après, Idriss Elba à la classe, donc c'est pour ça que je vais certainement pas le mettre dans les débilos. Il est pas débilos, puis j'ai un peu peur de lui.
Je pense que je vais pas le mettre dans élémentaire parce que c'est trop bizarre Luther pour le mettre dans élémentaire. Ça reste très original comme format. Donc il va partir dans correct. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est comme ça. Allez, on va en prendre un autre pif. Et c'est... Ah, eh ben j'en parlais tout à l'heure. C'est Temperance Brennan. Est-ce que vous vous rappelez de Temperance Brennan? Vous voyez qui c'est? Plus connu sous le nom de Bones. Vous voyez forcément ce que c'est si vous avez eu une télévision en France ces 15 dernières années. Si vous avez eu M6, vous avez dû voir les 3 milliards d'épisodes de Bones diffusés par M6 tous les soirs. Voilà, alors Bones, pour ceux qui ne s'y situent pas exactement, c'est une scientifique, une anthropologue judiciaire. Comme si c'était un vrai métier. Bref, elle est anthropologue, d'accord? Donc les anthropologues, ils étudient l'humain, ils étudient les civilisations, les populations, mais ils étudient aussi le squelette, d'accord? Et c'est ça son truc. Elle, c'est les squelettes. C'est pour ça que ça s'appelle Bones. Et donc c'est une nana qui aide un enquêteur du FBI à résoudre des crimes en utilisant exclusivement les squelettes. Ce qui est, encore une fois, c'est trop spécialisé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe le jour où le squelette n'est pas pertinent dans l'enquête? Qu'est-ce qu'il faut? Elle rentre chez elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Bref. Mais c'est pas grave. Des fois, et d'ailleurs, des fois dans la série, ils trouvent des cadavres qui sont pas encore sous l'état de squelette. Et genre, ils enlèvent la chair pour pouvoir étudier le squelette. Parce qu'ils font que ça. Ça les intéresse pas le reste. Donc voilà. Donc elle a toute une équipe de scientifiques. Et ils étudient les squelettes. Et genre... grâce à une petite micro-fracture dans le poignet, ils disent « Ah, la victime était un joueur de tennis. » Des trucs comme ça, d'accord? Et ils résolvent des crimes. Et vous allez me dire « Bon, bah, très bien, on peut facilement imaginer une dizaine d'enquêtes intéressantes là-dessus. » Bones, ils ont fait... je vais vérifier parce que j'ai pas envie de vous mentir, mais en ressenti, je dirais que Bones, ils ont fait à peu près 48 000 saisons. Je dirais que c'est ça le chiffre exact, mais je vais vérifier. Ils ont fait 246 épisodes divisés en combien de saisons? En 12 saisons. Voilà. Cinétique nous propose un excellent pitch de série. Franchement, très très bon. Avant, j'étais crémier de brebis du Cantal. Mais aujourd'hui, je suis crémier judiciaire. Franchement, des enquêtes autour du fromage en France. Et en vrai, attends. En vrai, Cinétique, tu peux vendre ça à l'international. Les Américains, ils vont adorer une série policière qui se passe en France et qui parle que de fromage. Mais les mecs, ils seraient comme des fous. C'est tous les clichés qu'ils aiment. C'est un peu comme si tu faisais une série sur un détective anglais qui enquête que avec du thé. Franchement, ça marcherait. Bref, donc il y a eu 12 saisons. C'est presque aussi long que Urgence. Mais, sauf que ça parle que d'un seul truc. C'est juste des gens qui résolvent des mystères en utilisant des squelettes. Et c'est Marlowe, est-ce que je l'ai noté dans ma liste? Je la note quand même. Et alors, quelques éléments à savoir. Et c'est même pas Cold Case, Dan Nabé nous dit, et c'est même pas comme dans Cold Case où c'est des vieilles enquêtes. Effectivement, oui, parce que c'est ça, c'est très important aussi, c'est que dans Bones, je crois que ça se passe à Washington, et genre ils trouvent des squelettes, mais tous les jours dans leur périmètre, tu vois. C'est pas des anciens squelettes, c'est des squelettes qui viennent d'apparaître, tu vois. C'est genre la ville, elle produit des squelettes à longueur de temps. Bref, c'est adapté d'une série de livres, d'accord. Et je tiens quand même à le dire, à la base, c'est une série qui a eu un démarrage plutôt créatif. On sentait une vraie volonté dans les premiers épisodes de faire des enquêtes vraiment complexes, de faire des personnages plutôt attachants. Oui, là, je confirme qu'il y a au moins un squelette par épisode, et parfois c'est beaucoup plus. Non, désolé, ça compte pas comme un détective. Donc, Brennan, dedans, le personnage est plutôt pas mal parce que ça a un peu lancé la mode du... Alors, je vais utiliser un terme valise, mais qui est pertinent, je pense. Ça a été la mode du détective autiste, d'accord? Après, ils ont tous fait ça, ils se sont tous dit « Ah ouais, mais tiens, finalement, notre personnage de détective, est-ce qu'il est pas un peu Asperger, etc. » Et c'était complètement ce que le personnage vendait à ce moment-là. Et au début de la série, ça fonctionnait. C'était plutôt pas mal. Il y avait un rapport très X-Files entre elle et l'agent du FBI avec qui elle bossait.
Et ça marchait, plutôt bien parce ils avaient quand même un regard un peu décalé, un peu critique sur le type d'histoire qu'ils racontaient. Il y avait des personnages récurrents qui étaient complètement délirants, du style à un moment donné, ils ont touché à de l'autoparodie, puisque il y avait, pour de vrai, il y avait un autre anthropologue judiciaire qui lui venait du Canada, qui apparaît dans quelques épisodes et qui lui était spécialisé dans le pied. C'est-à-dire que lui, c'était encore plus fermé, il enquêtait que sur les squelettes de pieds. Voilà. Et il intervenait dans 3-4 épisodes, il intervient et c'est assez rigolo. Donc c'est une série qui avait quand même une idée créative, quelque chose. Et je crois que c'est en fin de saison 2 ou 3, en tout cas au début de la série, il y a un gros twist que j'ai rarement vu dans des séries policières modernes. Sans trop vous en révéler, parce que peut-être qu'un jour vous aurez envie de vous bouffer les 12 saisons de Bones. Disons qu'il y a un des personnages du casting principal, un des personnages réguliers, qui s'avère être un horrible tueur en série cannibale. Je vous dis pas qui, mais voilà. Et c'est genre un des personnages qu'on suivait depuis le début, qui était tout à fait attachant. Et c'est un peu comme. Et vu que l'ambiance, en dehors des enquêtes, vu que l'ambiance entre les personnages et tout était plutôt bon enfant, c'est presque comme si. Imaginez dans la saison 4 de Friends, on vous dit, en fait, Joey, depuis le début, il tue des gens. Ce serait complètement fou, tu vois. Et donc là-dessus, je trouvais que c'était assez couillu. Ils osaient aussi régulièrement, il y avait des personnages qui mouraient, et c'était genre au milieu de la saison, ils te butaient un mec comme ça, et c'était un des personnages principaux depuis le début, et c'était une surprise, et après il fallait continuer quoi, il fallait continuer la série et tout. Et donc il y avait des délires comme ça. Putain, j'ai pas mis Dexter, Tony Truant, t'as raison de m'en parler. J'ai pas mis Dexter alors qu'il enquête dans tous les épisodes quand même. Voilà, et donc tout ça, c'est plutôt des qualités de Bones. Et d'ailleurs, il y a des très bons auteurs qui ont travaillé dessus, des très bons prods aussi. Le casting est plutôt excellent. Il y a un bon cast dans Bones. Le problème, c'est que c'est une série qui a largement, mais largement dépassé sa date de péremption. Tant et si bien que... oh, Lenny Barr a pris son abonnement, tu vois, tu vas presque me faire aimer les maths. Merci, Lenny Barr. Ça a duré trop longtemps, et donc très rapidement, ils se sont mis à tourner en rond au niveau de leurs intrigues, qui sont devenues de moins en moins inspirées. C'était devenu complètement pilote automatique, où en gros, c'était la même intrigue, mais transposée dans un milieu différent. C'est genre dans cet épisode-là... on enquête dans le milieu des courses hippiques, donc t'as tout un délire, chaque personnage parle de son rapport aux chevaux, et donc c'est un peu rigolo, il y en a un qui a peur des chevaux, il y en a un autre qui adore les chevaux, voilà. Épisode suivant, c'est dans le milieu des strip clubs, et donc chacun donne son avis sur les strip clubs, il y en a un qui est contre, il y en a un qui est pour et tout, mais c'est la même enquête, hein, mais juste dans un strip club. Dans l'épisode suivant, c'est dans le milieu des concours de gros mangeurs, tu vois, comme ils ont aux États-Unis. Et donc voilà, et chacun va donner son avis. Il y a un des personnages qui va s'inscrire au concours, etc. Et c'est en pilote automatique. C'est-à-dire que là, pour le coup, vraiment, passer la saison 6, pour le coup, ChatGPT pourrait écrire les épisodes. Tu vois, franchement, ça commence vraiment à se ressembler, à être en boucle tout le temps la même chose. Pour essayer de donner du piment, ils se sont mis à dire ouais, ok, l'équipe d'enquêteurs, ils n'utilisent pas juste les techniques scientifiques actuelles, ils vont être à la pointe et ils vont vraiment développer tous les nouveaux trucs, les trucs les plus modernes, etc. Donc en gros, ce que faisaient les scénaristes, ils faisaient des recherches, et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle technique de médecine, nouvelle technique médico-légale qui apparaissait, ils l'intégraient à la série, tu vois. Mais sauf qu'au bout d'un moment, ils sont arrivés à court de ça aussi, donc ils sont mis à inventer leur propre truc, à explorer, à se dire ouais, dans quelques années, on aura peut-être tel truc et tout. Et petit à petit, Bones, ça devient une espèce de série de science-fiction sans aucun sens. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai regardé loin quand même, hein, mais je me rappelle qu'à un moment donné, ils avaient dans leur laboratoire, ils avaient une machine à hologramme où en gros ils scannaient les os, les squelettes, et il y avait un hologramme qui recréait la personne en 3D, mais avec sa peau et tout, tu vois. Et du coup, mais genre, c'était genre, ah, elle était blonde. Et genre, c'est l'hologramme qui leur révélait ça, tu vois. Et ils pouvaient deviner ce qui était arrivé, quel air la personne avait respiré juste en se basant sur son squelette. Ça n'avait plus aucun sens. Les mecs, ils avaient des pouvoirs magiques. Et donc, ça devenait vraiment difficile de suivre l'intrigue. Puis aussi, l'autre problème, c'est qu'ils ont fait un truc, c'est que donc le personnage de Bones, donc c'est elle, et l'agent Booth, avec qui elle était en équipe, ils avaient donc un rapport à la Mulder et Scully dans X-Files. Donc ça se dragouillait un petit peu et tout, même si tous les opposaient, mais au fond, ils avaient bien travaillé ensemble. Et ils finissent par se pécho dans la série.
Et bon, ben à partir de là, qu'est-ce qu'on raconte, quoi? Et il reste encore 8 saisons, tu vois? Donc, donc voilà, ils ont fait ce genre d'erreur à mi-chemin et qui fait que la série a duré vraiment beaucoup trop longtemps, quoi. Mais bon, sur la fin, on sentait ils se faisaient plaisir, du style, ils ont fait un épisode d'époque où ça se passait dans les années 50, mais c'était les mêmes personnages, ils avaient tous des costumes des années 50 et tout. Clairement, ils étaient en mode, venez, on s'amuse, on fait nos trucs, quoi, tu vois? Plus personne regarde, mais nous, ça nous fait plaisir. Bref, malheureusement, quand même super basique, quoi. Il y avait les Easy Top, tous les 3 épisodes dans Bones nous rappellent Huracan Cadillac. Désolé, j'ai du mal à prononcer ton pseudo. Effectivement, pourquoi il y avait les Easy Top? Parce qu'il y avait un personnage qui était certainement le personnage le plus insupportable de toute la série. Le personnage de Angela, qui était la meilleure amie de elle. Et qui était... J'ai jamais compris ce que c'était censé être son taf au sein du laboratoire, mais en gros, elle était artiste et elle dessinait des trucs. Et donc, genre, elle faisait des portraits des gens disparus en se basant sur leur squelette. Et c'était elle qui avait inventé l'hologramme du futur et tout. Donc, à chaque fois qu'elle apparaissait dans un épisode, tu savais que ça partait en cacahuète. Et son père était l'un des membres des Easy Top, du groupe les Easy Top. Et donc, il apparaissait régulièrement. Il y avait les Easy Top qui apparaissaient régulièrement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'était un élément de la mythologie du truc. Coran nous dit, ça c'est un des trucs que je reproche à New Girl, que j'adore, mais les persos se pécho très vite. Du coup, il faut forcément que les saisons après, ils se séparent. C'est possible, je connais pas bien New Girl, mais est-ce que l'héroïne de New Girl finalement n'est pas un peu une enquêtrice? Et je sais par quelle association d'idées tu penses à New Girl maintenant, c'est parce que l'actrice de New Girl c'est la sœur de l'actrice de Bones, on est d'accord, c'est ça qui t'y a fait penser, Coran, c'est pour ça que tu fais ce lien de cause à effet. Est-ce qu'ils ont trouvé un squelette dans la grange, la grange, une grange en particulier, ou parce que oui, des squelettes dans des granges, ils ont trouvé tous les épisodes. Donc bon, quoi qu'il en soit, Tempérance Brennan, ça va passer en élémentaire parce que c'est la caricature de la basique de base, quoi. Voilà. La grange des. La grange des Easy Top. Ah oui, désolé. Mais là, mais j'arrive. Vous voyez bien que je parle de 1000 trucs en même temps, les gars. Comme en plus, on a un décalage. Mais les Easy Top, peut-être que j'aurais dû mettre les Easy Top dans mon classement. Peut-être qu'ils vont manquer finalement. Parce que est-ce que c'est pas eux les plus grands détectives? Bon ben voilà, Cora nous dit que c'est un hasard s'il a parlé aussi de New Girl alors que c'est la même famille. C'est sa sœur. Elle apparaît d'ailleurs dans Bones, elle joue la cousine de Bones, Emily de Chanel. Alors, Poletto nous dit, voyons la bonne nouvelle, à ce rythme et avec une centaine de noms, tu peux faire des streams tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Oui. Ben, on est bien parti pour. Allez, vous savez quoi, je passe à un autre. Elle est partie en élémentaire, j'espère que ça choque personne. Allez, je clique au hasard, je suis sur qui? Oh, quelqu'un l'a cité aujourd'hui. Les a cités, puisque ce n'est pas un détective seul, c'est un groupe. Et c'est un groupe où ils sont 5. C'est bien sûr le Club des 5. J'ai choisi l'image la plus petite possible, mais vous les reconnaissez. Comment il s'appelait déjà le Club des 5? Alors là, parce que pour le coup, je fais genre, je dois fouiller dans mes souvenirs d'enfance, mais on est d'accord que je suis pas né en 1920, donc du coup, je me rappelle pas. Je crois que j'ai jamais lu un livre du Club des 5. Je crois que j'ai dû voir des adaptations et tout, mais bon. Alors, le Club des 5. Le Club des 5. Qui sont les membres du Club des 5? Il y a Claudine, qui est surnommée Claude parce que elle a changé son prénom parce qu'elle trouvait ça trop féminin. Et ça c'est moderne, hein, pour un truc qui a commencé en 1942. Oh, il y avait la Seconde Guerre mondiale en cours à l'époque du Club des 5 quand même. C'est-à-dire que c'est 4 petits trous du cul et le chien. Ah non, putain, dans tous mes lives, je vais traiter un enfant de trou du cul, faut que j'arrête. Bref, ces 4 jeunes gens, ils vivaient leur super aventure et tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils poursuivaient des cambrioleurs, des trucs comme ça, machin, trouver un trésor, des trucs comme ça. Alors qu'il y avait la guerre, il y avait des camps de concentration en parallèle. La chaîne risque effectivement de vite sauter parce que j'insulte des enfants et je parle des nazis aussi dans tous mes lives. C'est horrible. Ah, The Glades. On va super bien s'entendre, Raken Cadillac, parce que tu en as cité. Ah, mais non, mais je sais qui tu es. Ça y est, j'ai compris. Il en a cité. Son top 3, c'est mon top 3 aussi. Mais je sais qui c'est, ça y est, j'ai compris. C'est bon, d'accord, ok. T'aurais pu choisir un pseudo un peu plus prononçable. Bref, le Club des 5. Le Club des 5.
Alors attendez, j'ai dit que Claude. Donc Claude, elle était transgenre. Tu vois, ça c'était super moderne pour l'époque. Pour 1942, c'est très moderne, on va pas se mentir. Ensuite, il y avait François. Ça c'est beaucoup moins moderne. Il y avait Mick. Ah oui, mais parce que. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais pourquoi ils ont des noms aussi français alors que c'est clairement anglais? Et en fait, c'est. C'est. C'est D'accord, ça j'ai compris. Ils leur ont donné des noms français au Club des 5. Parce que, évidemment que Claude en fait s'appelait Georges en VO. François s'appelait Julian. Mick s'appelait Dick. Et Annie s'appelait Anne. Ben, Anne, pourquoi ils l'ont pas juste appelé Anne? Ils sont cons quoi. Bref. Voilà. Et il y avait Dagobert le chien qui en VO s'appelle Tim. Voilà. Bon, il faisait pas grand chose. Hein, il faisait pas grand chose, hein, le Club des 5, hein, mais ils nous font des remakes tous les ans avec des budgets de plus en plus faibles, des trucs de plus en plus nanardesques. Donc bon, il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. Cora nous dit: est-ce que quelqu'un a proposé Doctor House? Parce que c'est de la médecine, mais le procédé narratif et leur manière de chercher est tellement proche de l'enquête qu'en fait ils sont un peu détectives. Oui, tout à fait, il est dans ma liste, Doctor House, puisque Doctor House c'est juste une version de Sherlock Holmes. Euh, Le travestissement, c'est vieux tout à fait, mais le fait d'avoir le personnage principal du truc qu'il assume et tout dans la littérature, c'est quand même assez moderne. Je sais pas comment ils sont passés de Timothy à Dagobert, je ne sais pas du tout. Euh, oui, Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, vous avez tout à fait raison. Alors, le Club des 5. Où est-ce qu'on va les mettre, le Club des 5? J'ai pas d'attachement au Club des 5. Je peux pas les mettre dans pas assez d'indices parce que je sais ce que c'est le Club des 5. C'est bon. Je peux pas les mettre hors sujet parce que c'est des enquêteurs quand même. Je peux pas les mettre dans Débilos, ils ont pas mérité ça. Ça se joue entre élémentaire et correct. Alors il y a des gens qui veulent le mettre dans Débilos. Évidemment. Mais non, c'est pas des débilos. C'est des petits trous du cul, mais c'est pas des débilos. Je pense que ça va être élémentaire. Ça va être élémentaire parce que c'est trop basique. Et y a pas. Arrêtez avec c'est pour les jeunes. Les nibards, j'ai compris que c'était pour les enfants. Et en plus, c'est pour les enfants. Déjà, je vais te dire, les enfants qui disaient le Club des 5, ils sont morts de vieillesse aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est des enfants très vieux, déjà. Et ensuite. J'ai pas une catégorie petit trou du cul, désolé pour les taux. Moi, je pense à la mettre dans toutes mes listes. J'ai Roes qui est à chaque fois là pour les roues et j'ai petit trou du cul pour les enfants. Les enquêtes sont claquées et le club des 5, je vais mettre dans élémentaire. Allez, c'est bon. Non, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Alors, quoi d'autre allez, je passe à un autre personnage. C'est bon, le club des 5, on a fait le tour. Ah, ben quelqu'un en parlait tout à l'heure. Vous allez être très content, je l'ai rajouté ce matin. Jack Malone. Jack Malone, l'agent Jack Malone du FBI. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Jack Malone ou pas? Ou est-ce que je suis le seul à avoir été traumatisé par Jack Malone pendant mon enfance? Jack Malone de FBI Porté Disparu. C'est le personnage principal dans la série FBI Porté Disparu. Non, c'est pas un expert, même s'il est apparu dans un épisode crossover des experts. Je crois les experts Miami. Et oui, et c'est lui, Jack Malone. Et régulièrement, ce qu'il faisait, c'est que il donnait un coup de pied dans une porte, comme ça, et il avait son flingue dans la main, comme ça, il donnait un coup de pied dans une porte, il ouvrait la porte et il disait Jack Malone, FBI. Voilà, il faisait ça. Et en gros, dans FBI Porté Disparu, c'était une série où, au lieu d'enquêter sur des meurtres, ils enquêtaient sur des disparitions, qui parfois s'avéraient être des meurtres. Bien sûr, ils finissaient peut-être par trouver le cadavre au milieu de l'épisode. Mais souvent, les gens, ils les retrouvaient vivants. Donc, c'était un format assez inédit. Et ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, chaque témoignage, chaque fois qu'il rencontrait. C'était la structure dont je me suis plaint tout à l'heure. Hein. C'était toute la même structure. C'était témoin 1, témoin 2, témoin 3. Ah, tiens, on revient au témoin 1 et c'était lui le coupable. Donc, c'était ça à chaque fois. Mais le petit twist qu'ils avaient rajouté, c'est qu'il y avait un flashback. Chaque témoignage s'accompagnait d'un flashback, ce qui faisait que la personne disparue était vraiment un personnage important dans l'épisode. Voilà. Donc là-dessus, c'était plutôt novateur, plutôt intéressant. Mais après, ils ont trop répété cette structure, typiquement dans Cold Case. Lune virtuelle nous donne cet exemple, effectivement. Ils ont refait la même chose ad nauseam, jusqu'à ce que ça devienne super chiant à regarder. C'est quoi la série où il enquête sur des meurtres en série? Nous demande Lenny Barr. Qui il Parce que des gens qui enquêtent sur des meurtres en série, il y en a beaucoup, beaucoup. Et bref, donc Jack Malone, c'était le chef d'une équipe qui enquêtait sur les personnes disparues.
Non, c'est vraiment pas rare, c'est même systématique ce type de structure, comme le souligne Coran, tout à fait. Quoi qu'il en soit, Jack Malone, j'ai un rapport particulier à lui, c'est que j'ai suivi FBI porté disparu quand j'avais... Ah, à quelle année ça a commencé en France? Attendez, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que j'étais au collège. Euh, Attention, vous aimez quand je fais des anecdotes sur mon enfance paysanne ou pas? La diffusion française a commencé quand? Je cherche cette info. Bon, ça devait être 2004 peut-être. Donc j'avais... Bref, j'étais au collège. Je commençais le collège. Euh... 2004 pour la première diffusion française? Ça doit être ça, Lune virtuelle, tu dois avoir raison. Donc effectivement, je commençais le collège et ça passait le soir, et ça devait passer genre le mercredi soir, quelque chose comme ça, sur France 2. Oui, je regardais sur une télévision à tube cathodique. Euh, et, euh, et en fait, je regardais un épisode, parce que genre, il diffusait 2 épisodes le soir. Ma mère regardait, mais moi je regardais qu'un seul épisode parce que je devais aller me coucher tôt, parce que le lendemain matin j'avais classe, et que je faisais plus d'1 heure de route pour aller à l'école tous les matins, pour aller au collège tous les matins. C'est là l'anecdote paysanne. Sur les petites, je devais me lever très tôt, souvent il faisait nuit, et je devais aller à l'arrêt de car, et je prenais le car scolaire, et il roulait sur les petites routes sinueuses de Corse. Et des fois, on était en retard parce qu'on s'arrêtait, parce qu'il y avait des chèvres qui traversaient la route. Et des fois, le car était en panne et du coup, ils venaient nous chercher. Et c'est la vérité. Il y a des gens qui disent que j'abuse pas du tout. Ils venaient nous chercher en bétaillère. Voilà. Et on se mettait à l'arrière de la bétaillère et on était transportés comme du bétail jusqu'à l'abattoir, jusqu'au collège. Et voilà. Donc j'espère que vous avez pleuré en écoutant cette anecdote. Donc du coup, je regardais qu'un seul épisode de FBI Porté Disparu le soir, parce que je devais aller me coucher. Oui, vous inquiétez pas, je les note, hein, tous ceux que vous citez là dans le chat, hein, vous inquiétez pas. Bref, voilà. Et donc ce cher Jack Malone, il m'a appris quelque chose, Jack. Je crois que c'est vraiment... Ça a été, en grandissant, mon modèle de déprime. Il m'a appris à être chroniquement déprimé. Parce que c'était ça. On parlait assez peu de la vie personnelle des personnages dans La vie portée disparue. Si ce n'est sa vie personnelle à lui, à Jack. Et sa vie personnelle, c'était juste, il était déprimé. Et on le voit même sur l'image là. Hein, je sais qu'il est en petit. Mais on voit qu'il fait la gueule. Et il faisait tout le temps la gueule. Et vraiment, c'était terrible. Il était déprimé, ce mec. Il avait toujours les épaules voûtées. Et il traînait des pieds. Qu'est-ce qu'il était déprimé. Effectivement, en auto, j'aurais pu mettre Clémence Boyer dans ma liste. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, Tony Truant, c'était le truc avec Poppy Montgomery. Tout à fait, c'était de là qu'on la connaissait. Effectivement. Et Poppy Montgomery, si je l'avais mise dans la liste, elle se serait peut-être retrouvée en rang S, puisqu'elle était rousse, non? Il me semble. Hein. Elle peut-être toujours. Tony Truant était amoureux de Poppy Montgomery à l'époque, apparemment. Très bien, je suis content pour toi. Bref, donc Jack Malone du FBI. Vous savez quoi, pour les bons souvenirs de déprime, je vais le mettre dans correct, juste à côté de Idriss Elba. D'ailleurs, j'aurais dû appeler cette partie-là déprime. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est les héros de la dépression qui sont là-dedans. Allez, on va prendre un autre hasard. Allez. Ah, celui-ci, j'ai honte de le faire apparaître. Celui-ci m'a été... celle-ci, on a enfin une enquêtrice. Ah non, il y avait Bones déjà. Celle-ci m'a été suggérée par ma mère. D'accord, qui m'a dit oui, c'est quand même une enquêtrice. Elle résout des enquêtes et tout. Mais pourtant... Bon, voilà, je vais le mettre quand même, vous allez voir. Ce n'est pas Miss Marple, non, c'est Mémé. Euh, c'est Mémé de la propriétaire de Titi et Grominet. D'accord? Parce que rappelez-vous, Titi et Grominet, j'adorais. J'aimais beaucoup les dessins animés de Titi et Grominet, même si je déteste Titi, hein, comme toutes les personnes équilibrées. Voilà, Titi, quel gros bâtard. Néanmoins, ils avaient fait un spin-off insupportable de Titi et Grominet où c'était... Comment c'était? C'était Titi et Grominet, même l'enquête, ou Sylvestre et Titi. Comment ça s'appelait déjà cette série animée? Sylvestre et Titi.
Tiens, je cherche sur Google en même temps. Hein. Sylvestre et Titi. Enquête. C'est ça, Titi et Grominet mènent l'enquête. Voilà, Titi et Grominet mènent l'enquête. Titi en tatouage, bonne idée, Poletto. Les tatouages Titi, gros problème. Sage parole de ta mère. Non, je me suis pas fait tatouer Titi, je n'ai pas de tatouage Titi, contrairement à ce qu'affirment les rumeurs. Donc Titi et Grominet mènent l'enquête, où en fait ils essayaient de nous faire croire que Titi et Grominet déjà étaient amis. Genre dans le générique ils disaient oui ils sont amis. Alors on me demande de... alors Coran, on m'a demandé de modérer ton propos au cas où c'était du harcèlement. C'est du... à mort Titi, Grominet c'est un personnage avec un retard mental qui se fait bully par... Il a pas un retard mental, Grominet. Au contraire, c'est le plus intelligent de la bande. Bon, bonjour, je peux faire une petite pause pour cette tier list d'une importance capitale. Bien sûr, Dailong, tu peux faire une pause, tu pourras regarder le replay, tu peux revenir quand tu veux. De toute façon, j'ai dit, on va faire cette tier list pendant plusieurs épisodes. Bon alors, Titi et Grominet mènent l'enquête. Pourquoi ça m'énervait? Parce qu'ils essayaient de nous faire croire qu'ils étaient copains, d'accord? Je vais pas vous passer le générique de Titi et Grominet mènent l'enquête, mais si je trouve les paroles... je sais qu'il y avait eu un gros débat récemment sur le fait qu'il y avait une espèce d'hallucination auditive. Les personnes entendaient la même chose dans le générique de Titi et Grominet mènent l'enquête, mais c'était débile. En fait, dedans, il révélait que Mémé, c'était Miss Marple en fait, et que elle était appelée pour mener des enquêtes, et Titi et Grominet l'accompagnaient. Et genre en fait, en se poursuivant, en faisant leur truc de Titi et Grominet, où en gros Titi casse la gueule à Grominet, il révélait des indices à chaque fois, genre il faisait tomber une horloge et en fait il y avait un truc caché dans l'horloge. Voilà, peut-être je suis jaloux, Poletto, peut-être que je suis jaloux de pas avoir été l'auteur de Titi et Grominet mènent l'enquête. J'avais genre 5 ans donc ça aurait pas été possible, mais moi ça m'énervait, parce qu'en plus ça mettait en avant tous les personnages les plus insup, parce que les héros c'était vraiment Titi et Mémé, d'accord. Et ça me saoulait, Dailong. Est-ce que tu trouves que c'est génial de trouver les indices par hasard? Écoute, moi ça me saoulait. Voilà. Pour moi c'était pas vraiment de l'enquête. À la fin elle révélait, mais c'était des trucs façon... Mais si, il y avait de l'enquête, lune virtuelle, hein, je suis désolé, hein, parce qu'à la fin, Mémé, genre elle enlevait le masque du méchant, il y avait toujours une connerie comme ça. Mais effectivement j'hésite, Mémé, à la mettre entre Débilos et hors sujet. Voilà, ça se joue entre les deux. C'est pas pire que Mentaliste en effet. Mais ça va partir dans Débilos. Je suis désolé Mémé. Ça va partir dans Débilos. Mais oui, Corinne nous dit de toute manière les enquêtes des Looney Tunes, je trouvais ça insultant pour l'intelligence même quand j'avais 6 ans, tout en adorant ça. Alors moi j'adorais pas ça. Je trouvais ça juste insultant. J'aimais les Looney Tunes classiques, tu vois. J'aime pas quand ils rajoutent un twist du style ouais c'est les Looney Tunes mais qui vont sauver le monde ou je sais pas quoi. Non, soyez juste des Looney Tunes, faites des trucs, courez-vous après, faites des conneries comme ça. Que va dire Maman Istria de toutes ces méchancetés que tu dis sur Mémé? Elle a pas un attachement particulier à Mémé, hein. Que les choses soient claires. Ma mère n'est pas Mémé, hein. Que les choses soient claires. On n'a aucun lien de parenté avec cette vieille dame de dessin animé. Donc non, ma mère ne va pas se vexer. Et puis au pire, tu sais quoi? Qu'elle me déshérite. J'en ai rien à foutre. Tu crois qu'elle me déshérite? Tant pis. Mémé parent débilos. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait? On insulte les enfants et les vieilles dames. C'est notre but. Bon, c'est notre projet. Allez, vous savez quoi? On va partir dans un truc super intello. Je vais devoir vous expliquer pendant 3 heures ce que c'est. On change complètement d'ambiance. J'ai cliqué au hasard sur Kogoro Akeshi. Alors, Kogoro Akeshi, vous remarquerez que j'ai trouvé une illustration très étrange. On pousse un peu Mémé dans les orties, nous dit Lune Virtuelle. Voilà. Alors, non, pas Mémé dans les orgies. Kogoro Akeshi, est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Sans chercher sur internet. J'ai trouvé que cette illustration. Les gens vont peut-être trouver la rêve de l'illustration. C'est en fait dans les bandes dessinées de Détective Conan. Au début de chaque nouveau volume, l'auteur rajoute un petit portrait d'un détective de fiction célèbre. Je peux agrandir, mais oui, depuis le début, je fais exprès d'entraîner votre myopie à tous, alors que je sais pourtant l'âge de mon public.
Allez, je vous montre cette petite illustration. Donc voilà. Et donc du coup, et donc en fait, vu que c'est l'une des rares illustrations de ce personnage, j'ai récupéré cette illustration-là sur Kogoro Akeshi. Euh, mais Kogoro Akeshi n'est pas un personnage de Détective Conan. Kogoro Akeshi est en fait un personnage d'enquêteur, un peu à la Sherlock Holmes, mais japonais. Et c'est un peu le premier héros de la littérature policière japonaise, créé par un grand auteur qui s'appelle Edogawa Ranpo, et qui a en fait, qui à un moment donné s'est passionné pour les romans de Sherlock Holmes. Je suis désolé, je relève pas les ouais, je vais le relever. Sheruloku. Voilà, effectivement, ça donnerait ça en japonais. Edogawa Rampo, donc il écrivait des romans policiers de l'école américaine, anglo-saxonne, britannique, tout ça. Mais avec une touche japonaise. Et qu'est-ce que c'est le roman policier japonais qui finalement n'a pas tellement traversé les frontières? Ça ressemble beaucoup au roman policier anglais, dans le sens où c'est souvent des énigmes qui fonctionnent un peu comme des puzzles. Ils vont pas hésiter, par exemple, dans leurs romans policiers, les Japonais, à mettre des plans, des schémas, etc. Avec une touche assez surprenante d'érotisme. Voilà. Il y a toujours, dans les enquêtes de Kogoro Akeshi, il y a toujours il y a toujours une couche d'érotisme bizarre, c'est toujours des enquêtes un peu sulfureuses, enfin, toujours dans la solution de l'énigme il y a toujours un peu de sadomasochisme ou de trucs bizarres comme ça, tu vois, et en plus c'est des japonais, donc ce qui les fait triper à ce niveau là c'est des trucs vraiment bizarres, tu vois. Non, pas comme dans les films noirs Lune virtuelle, où dans les films noirs il y a un petit côté sulfureux mais pour choquer. Dans les trucs japonais c'est pas pour choquer, c'est pour émoustiller, mais donc avec notre regard occidental, c'est encore plus choquant du coup. Mais voilà. Alors, on me demande est-ce que c'est un peu comme dans Nicky Larson? Si on veut, mais Nicky Larson, il y a une couche d'humour énorme par-dessus tout ça. Voilà. Et alors, il y a quelques personnes qui sont restées bloquées sur cette histoire de détective Conan parce que oui, Kogoro Akeshi. Donc le nom de ce détective de fiction, le nom Kogoro est reprise pour le nom du personnage de l'oncle de Conan dans Détective Conan. Vous savez, le détective un peu nul à la place de qui Conan résout toujours les affaires. Et le nom de l'auteur, Edogawa Ranpo, est repris dans le nom de Conan puisque le personnage dedans se fait appeler Conan comme Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, et son nom de famille Edogawa comme Edogawa Ranpo, donc l'auteur des aventures de Kogoro Akeshi. Donc vous pouvez en trouver quelques-uns des traduits des romans de Edogawa Ranpo, et d'ailleurs sur son nom, puisque vous bloquez là-dessus, vous avez dû remarquer que c'est une référence à un autre auteur de romans policiers très très célèbre, que vous allez peut-être deviner. Edogawa Ranpo, ça vous rappelle pas un autre nom d'auteur très célèbre? En fait, c'est une japonisation de Edgar Allan Poe, tout à fait. C'est tout simplement, au moment de choisir son pseudonyme, cet auteur-là, il s'est dit je vais prendre le père de la fiction policière, donc Edgar Allan Poe, et je vais le prononcer à la japonaise. Donc Edgar Allan Poe Edogawa Ranpo. Voilà, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc voilà, donc je voulais quand même en parler. Et c'est plutôt un génie, hein. Ces enquêtes, c'est souvent bien écrit, c'est super bizarre, ça met mal à l'aise, c'est-à-dire que vous n'allez pas tous les dévorer comme on pourrait dévorer des Agatha Christie, il y a besoin de pause pour s'en remettre à la fin de chaque truc. Mais oui, très intéressant. Est-ce qu'il n'était pas un peu edgelord, le monsieur sur les bords nous demande Coran, tu parles de quel monsieur? De Poe ou de Edogawa Ranpo? Parce que les deux étaient edgelord. Donc je conseille de s'intéresser à la... Alors Dai Long me demande si je conseille les polars japonais. Je conseille de s'y intéresser à un moment donné. Parce que c'est une curiosité. Après, c'est pas pour tout le monde parce que c'est beaucoup moins cosy que du Agatha Christie par exemple. Il y a des choses assez choquantes dedans et parfois très violentes. Voilà, ben oui, Poe était un vrai edgelord. Il y a un film policier où Edgar Allan Poe est un des enquêteurs, The Pale Blue Eye, je crois que ça s'appelle, qui est sur Netflix en ce moment. Qui est pas brillantissime, mais bon, il est plutôt bien campé, le personnage de Poe, même si on continue à essayer de le rendre plus sympathique qu'il ne l'était dans la vraie vie, puisque Edgar Allan Poe était un esclavagiste convaincu. Voilà. Ça aussi, c'est un autre truc que je fais dans tous les lives. Dans tous les lives, j'insulte des enfants, j'insulte des personnes âgées.
Je parle de nazisme et je détruis l'image d'un personnage que les gens aiment bien. Voilà, je cancel un personnage que les gens aiment bien. Bon, allez, j'ai cliqué sur un autre au hasard. Jean-Paul Boer. Ah, Jean-Paul Boer de Plus belle la vie. Allez, dans chaque live, on parle de Plus belle la vie aussi. C'est quand même une ligne éditoriale qui est en train de se décrire. Voilà. Alors, on parle de l'autre sur lequel que j'ai cliqué. Putain, c'est encore une connerie. Vous m'avez cité trop à l'ouest, quoi. Bon, allez, on va parler de Martha Mystère. Allez, parlons-en. Martha Mystère. Vous vous rappelez de Martha Mystère ou pas? Bah alors bon, déjà étonnant, hein, puisque éventuellement peut-être tes enfants regardaient Martha Mystère et tout. Mais toi certainement pas. Même moi, je me sens trop vieux pour Martha Mystère. Martha Mystère. Martha Mystère, c'était genre le dessin animé où le matin, quand ils avaient plus d'épisodes inédits de Totally Spies à nous passer, ils nous mettaient Martha Mystère à la place, ce qui était relativement insupportable. Et déjà, le débat commence. Il y a Xeriam qui nous dit débilos direct, tandis que Noto nous dit génie ou rang S obligatoirement. Donc voilà. Martha Mystère, c'est drôle, explique Koran, mais c'est quand même un débilos, il est giga débilos. Pigmentarium, tu étais pile au bon âge, je crois, pour Martin Mystère. Ismarae dit débilos, il faisait rien de mémoire, c'est toujours sa sœur qui faisait le taf. Et effectivement, on va en avoir quelques-uns. C'est un peu le même modèle que l'inspecteur Gadget, c'était quelqu'un d'autre qui enquêtait pour lui. C'était une femme qui enquêtait pour lui, et un homme qui récoltait les lauriers. Martin Mystère, il enquêtait sur sur des cryptides, sur le Bigfoot, sur des trucs comme ça. Et il faisait des blagues insupportables, il était théoricien de la conspiration, et il parlait très fort. Relou, très très relou, Martha Mystère. J'ai beaucoup de mal à choisir, je préférais Martin Matin, tu vois, en termes de dessin animé qui s'appelle Martin. Martin Mystère, en fait, tout le monde me dit de le mettre débilos. Les gens ont envie que je brûle Martin Mystère sur le bûcher, mais en fait, je crois que je vais inaugurer avec lui ma catégorie hors sujet. Pourquoi? En quoi elle consiste cette catégorie hors sujet? Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est hors sujet. Et alors, il y en a qui disent non, mais mettez Diana. Diana, c'est le nom de sa sœur, c'est ça, c'est la sœur de Martha Mystère. Elle s'appelait Diana Mystère. C'était elle, la vraie enquêtrice, évidemment. Mais pourquoi je le mets hors sujet? Tout simplement parce que j'estime que si ils évoluent dans un univers où aucune des règles de la réalité ne s'applique, c'est pas la vraie enquête en fait. C'est-à-dire que genre par exemple quand Rouletabille enquête sur le mystère de la chambre jaune, le mystère c'est comment le meurtrier a pu rentrer dans une pièce fermée de l'intérieur puis s'enfuir. Elle s'appelait Diana Lombard, pardon, désolé, je me rappelle plus du lore de Master Mystère, désolé. Quand Rouletabille enquête sur le mystère de la chambre jaune, c'est un mystère une énigme en chambre close. On peut en tant que spectateur raisonner aussi. On a ce plaisir de se dire, ok, quelle théorie pourrait fonctionner, etc. Alors que dès qu'on enquête sur des monstres, des créatures magiques, des trucs comme ça, aucune règle ne s'applique. On a qu'à dire, bah ouais, bah ça a qu'à être un monstre qui passe à travers les murs. Bah oui, parce que Coran nous dit dans ce cas-là, on peut mettre SOS Fantôme aussi, mais je veux te dire, j'en ai d'autres des hors-sujets, je les ai tous mis. Donc c'est un hors-sujet, Martha Mystère. Donc comme ça, j'ai pas à le mettre dans des bilos, on va pas rentrer dans le débat. Lenny Barr me dit ah, le scarabée d'or d'Edgar Poe, voilà, j'ai retrouvé et c'est cool, j'ai appris grâce à toi que c'était un esclavagiste. Ouais, c'est toujours cool d'apprendre que des gens étaient des esclavagistes. Et puis convaincu, hein, il estimait que c'était le droit divin de l'homme blanc de réduire les autres races en esclavage. Voilà, donc c'était vraiment un sacré trou du cul. Et à une époque où on savait déjà que c'était pas bien. Hein. C'était le dernier à croire ça. Donc vraiment un bâtard. Edgar Allan Poe. Bref. Je devrais faire des live cancel. Je pense que c'est ça ma vraie identité. Donc voilà. Donc il va être en rang hors sujet. Martin Mystère, je suis désolé. Allez, qui on va prendre maintenant? Je tire au hasard. Coup de molette. Ah. Bon, ça personne va connaître. Allez, je le montre quand même. Frankie Drake. Frankie Drake. L'héroïne de la série Frankie Drake Mysteries. Alors, avant d'attaquer Frankie Drake, en fait, il aurait fallu que je tombe d'abord, c'est le problème de l'aléatoire, il aurait fallu que je tombe d'abord sur Murdoch. Parce qu'il y a une série, d'accord, qui est une série pour les personnes âgées, d'accord. C'est vraiment la série préférée des retraités en France, je pense, et au Canada. Dailong essaie de me contredire, me dit et les Looney Tunes, ça finit pas hors sujet. Il vaut mieux être hors sujet que débilos, apparemment. Donc on revient sur Mémé. Allez, on rembobine. Mémé,
part en débilos parce que même si les règles de la réalité dans les univers des Looney Tunes sont déformées, les mystères sur lesquels on enquêtait, ça restait des trucs. Il me semble que ça restait des trucs dans le monde réel, tu vois. Ça restait des. Même si, genre, il y avait un fantôme qui hantait un manoir hanté, à la fin, c'était comme dans Scooby-Doo. En fait, le fantôme, c'était un humain normal qui était déguisé. Donc, c'est pour ça que pour moi, elle est pas complètement hors sujet. C'est-à-dire qu'en théorie, t'aurais pu mettre Mémé sur l'Orient Express et elle aurait pu enquêter comme Hercule Poirot, tu vois. Les Canaries-Garous apparaissaient-ils Ismarae me donne le doute. Les Canaries-Garous apparaissaient-ils dans ce dessin animé-là en particulier? Parce qu'il apparaissait dans les aventures de Sylvestre et Titi, mais dans les trucs d'enquête, je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, vous savez quoi? De toute façon, j'ai rendu mon verdict, c'est trop tard. C'est trop tard. Quoi qu'il en soit, Frankie Drake. Frankie Drake, en fait, moi je suis ultra fan d'une série qui s'appelle Les Enquêtes de Murdoch, d'accord, dont on va parler plus tard, ok. Il se marrait qu'il y a des souvenirs quand même de mémé. On arrête ce débat, on en reparlera. Vous savez quoi, je ferai un live où on va regarder tous les épisodes de Sylvestre et Titi, de Titi Gros Minet mène l'enquête, alors que je détestais. On va revenir en arrière, on va regarder le générique tous ensemble et on débriefera là-dessus en détail, d'accord. On essaiera. C'est ça. J'inviterai mémé en live. J'inviterai ma grand-mère. J'inviterai ma grand-mère en live pour discuter avec moi de Titi Gros Minet mène l'enquête. Alors. Alors. Merci Lune Virtuelle de revenir sur le vrai sujet. Alors, allons-y. Donc les enquêtes de Murdoch. Pourquoi je parle d'abord de ça? Les enquêtes de Murdoch, c'est vraiment un truc pour les petits vieux. D'accord, je vais en parler plus en détail plus tard, mais j'adore. C'est vraiment une série doudou. J'aime beaucoup. Ça me plaît énormément. Néanmoins, ils ont sorti la même prod, la même chaîne, les mêmes équipes et tout. Ils ont sorti une autre série qui avait des points communs et qui s'appelle Frankie Drake Mysteries, où c'est un peu les mêmes auteurs, c'est un peu le même ton et tout, sauf qu'au lieu de se passer au début du XXe siècle, on suit une détective privée à Toronto dans les années 60. Et ceci, c'est une femme. Coran me dit qu'il doit y aller et me demande si j'ai des rediffs sur YouTube ou ici, les deux en théorie. Mais voilà, mais à plus. Au revoir Coran. Et donc ils sortent cette nouvelle série et je me dis ah super. En plus ça a clairement le potentiel pour être un rang S, hein, on va pas se mentir, hein. Si je zoome un petit peu vous allez vite vous en rendre compte. Donc personnage féminin, c'est pas un condé, c'est une détective privée, donc ça me la rend plutôt plus sympathique. C'est dans les années 60, une époque plutôt cool. Toute l'esthétique et tout, et puis c'était la recette de Murdoch, et j'adore Murdoch, donc je me disais vraiment ça va être pour moi, d'accord. J'ai regardé et quelle angoisse. C'est moins bien que Murdoch, je suis désolé. Peut-être un jour je donnerai une seconde chance, mais c'est moins bien. Ça fait trop artificiel, je suis pas enflammé. Effectivement, Lenny Barr me dit c'est pas une vraie rousse, clairement, c'est pas une vraie rousse, donc du coup elle va redescendre dans le classement. Je suis désolé, le rang S il est réservé au pur. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, Frankie Drake, je peux pas la mettre en rang S. Donc elle sera pas rang S, elle sera pas génie non plus, elle sera pas correcte. Je suis désolé, elle sera élémentaire. Voilà, c'est comme ça. Je me rends compte que j'ai pas encore parlé d'une règle que j'ai fait en tacite jusqu'à maintenant. Je les ai pas mis les détectives de New York Unité Spéciale, mais il faudra que je m'y penche. Il y a une règle dont je vous ai pas parlé, c'est que je préfère quand les enquêteurs sont des détectives privés ou des journalistes ou encore mieux des gens qui sont pas du tout des professionnels de ces choses-là, d'accord, des amateurs. Quand ce sont des flics, automatiquement, je les fais descendre d'un rang dans mon classement. Voilà, vous le saurez. C'est-à-dire que Luther, il aurait pu être dans Génie, comme beaucoup de gens le voulaient, mais Luther c'est un condé, d'accord. Donc dans le dernier film, c'en est plus un, mais quand même. Donc du coup, il descend d'un rang. Tous ceux qui sont policiers de profession, peut-être que Navarro aurait eu une chance de se retrouver chez les débilos. Mais non, il est tombé dans pas assez d'indices. Donc voilà, parce que ça va 5 minutes la propaganda, je peux pas je peux pas trop applaudir les policiers. Pour quelle raison Pour quelle raison Tout simplement parce que Monk, attention, lune virtuelle, Monk n'est plus policier.
c'est un policier à la retraite, ça on peut leur pardonner, d'accord. Mais oui, il m'a raison, c'est parce que c'est la flicaille et parce que premier degré, ça a été un vrai problème qui a été analysé par beaucoup d'auteurs ces dernières années. Euh, Toutes ces séries policières où on montre des policiers ultra vertueux. Et pourquoi ils sont vertueux? Parce qu'ils sont écrits par des scénaristes, et les scénaristes, c'est des gens de gauche, d'accord? Et donc, du coup, c'est pas des vrais policiers. Ils ont rien à voir avec des policiers de la vraie vie. Et bah, ça a donné quartier libre à la police pour faire des dérives terribles. Ça a vraiment cimenté dans l'esprit des gens une image de policiers vertueux et tout. Et c'est quand même vraiment dommage. Donc, voilà. Donc ça me pose un petit peu problème. Voilà. Et alors, j'ai un peu moins de haine avec les agents du FBI parce que c'est des vrais condés. Oh, si, quand même un petit peu. Bref. Et quelqu'un me parle de White Collar et j'avais complètement oublié de mettre, alors que j'adore White Collar. J'ai complètement oublié de les mettre, donc je les rajouterai pour la prochaine fois. Alors, parlons d'un autre. Allez, on passe à un autre personnage. Allez, complètement au pif. Oh, allez, un autre dont vous avez jamais entendu parler. Est-ce que vous connaissez SFX Van Duzen, ou plutôt, comme on devrait l'appeler, Docteur SFX Van Duzen. Voilà. C'est un personnage de roman policier, de nouvelles policières, très ancien, complètement oublié. Alors que fut un temps, franchement, il avait le potentiel en termes de popularité, de qualité d'écriture et tout pour devenir la relève tant attendue de Sherlock Holmes, d'accord. Euh, c'est un personnage, alors je vais vous parler d'abord un petit peu du personnage, de l'intrigue. C'est un méga génie qui vit en Amérique, qui vit à Philadelphie, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un méga scientifique qui est une espèce de parodie de super savant, dans le sens où il est ultra arrogant, il est odieux, mais vraiment, c'est-à-dire que Sherlock Holmes, des fois, est pas très très sympa, pas très très patient, mais lui, il passe son temps à insulter tout le monde, d'accord. Non, rien à voir avec FX, effets spéciaux, il s'appelle, c'est ses initiales, SFX. Son surnom, c'est la machine à penser. Dans les nouvelles, tout le monde l'appelle comme ça, la presse l'appelle comme ça. Et en fait, il est tellement intelligent qu'il en a rien à foutre de tout. Et de temps en temps, on lui demande de résoudre des enquêtes policières, mais il s'en fout. Et il finit par le faire, mais vraiment en mode, oh, bah, si ça vous fait plaisir. Il est odieux, il est terrible. Et ses enquêtes sont plutôt bien écrites, c'est drôle, c'est complètement décalé le fait qu'il veut toujours être présenté avec tous ses doctorats, il veut qu'on répète docteur parce qu'il a plein de doctorats dans diverses disciplines. Et c'est un mec qui est vraiment, lui pour le coup, c'est l'inverse d'un Condé là. Il n'a rien à foutre de rendre la justice, lui il laisse les criminels s'échapper, ça ne le concerne pas, il s'intéresse juste à l'énigme et à la science. Et donc personnage très arrogant, très drôle, nouvelle bien écrite, et écrite par un certain Jacques Futrelle. Alors ça sonne très français comme nom pour un auteur américain, mais c'est parce que c'est un américain d'origine française. Il a été très prolifique, il a écrit plusieurs romans et des dizaines de nouvelles sur ce personnage. Vous pouvez les trouver, c'est dans le domaine public, donc vous pouvez les trouver gratuitement en VO. Vous allez avoir un peu plus de mal à les trouver en VF, mais il y a une ou deux éditions, vieilles éditions qui se baladent. J'espère un jour qu'ils vont nous sortir une belle intégrale complète avec une traduction nickel. Au pire, je la ferai moi, si personne ne se dévoue. C'est très intéressant. Pour moi, c'est vraiment un monument de la littérature policière et qui a été oublié parce que Jacques Futrelle, malheureusement, est décédé dans le naufrage du Titanic. Donc même l'histoire derrière l'histoire est intéressante. En fait, il a fait un voyage en Europe avec son épouse et et après une fête, le lendemain d'une soirée arrosée avec des amis, il devait euh, monter à bord du Titanic. Et son épouse raconte que d'autres personnes avec qui ils étaient censés voyager ce jour-là étaient à la même fête et sont pas montés à bord parce qu'ils s'étaient trop bourré la gueule, ils avaient la gueule de bois, ils n'ont pas réussi à se lever, mais que Jacques Futrelle, malheureusement, ne buvait pas. Et donc du coup, il était à bord. Et lorsque le bateau a commencé à couler, il a fait en sorte que son épouse puisse monter sur un canot de sauvetage et lui, il est resté à bord. Et donc, du coup, il a sombré. Euh, et donc, forcément, son œuvre s'est arrêtée là. Il se trouve que son épouse, dont le prénom m'échappe, je suis désolé, était autrice aussi. Elle écrivait plutôt de la poésie. Ils ont écrit une nouvelle ensemble, une nouvelle de la machine à penser qui était très intéressante parce qu'en gros, ils ont fait un exercice narratif que je trouve génial. En gros, elle, qui aimait écrire du fantastique, de l'horrifique, tout ça, elle a écrit
une histoire d'horreur très, très influencée par Lovecraft, etc. Un truc bien flippant. Et ensuite, Jacques est passé derrière et a fait apparaître le personnage de la machine à penser qui a expliqué tout ce qui se passait en fait de façon rationnelle et qui a dit en fait tout ça c'était des malentendus et qui a résolu le mystère en fait. Et donc c'est un espèce de cadavre exquis que je trouve plutôt pas mal et la nouvelle je vous invite à la lire, c'est très marrant comme exercice. Imaginez si à la fin d'une nouvelle de Lovecraft il y a Sherlock Holmes qui arrive et qui dit non mais en fait il s'est rien passé de surnaturel, hein, tout ça c'est des quiproquos etc. Et qui explique tout de façon rationnelle. C'est assez marrant. Et donc elle s'est battue pour que l'œuvre de son époux continue à exister. Elle a fait beaucoup des lois de droit d'auteur qui protègent les auteurs aujourd'hui, notamment au niveau des adaptations cinématographiques, etc. On les doit à cette femme. Oui, tout à fait. Miss Marae nous dit qu'il y a des bouquins Sherlock contre Cthulhu, mais pour le coup, c'est Sherlock ne prouve pas que Cthulhu n'existe pas. Sherlock combat vraiment Cthulhu dans ces histoires-là. Et donc, bon, il y a eu quelques petits exercices d'adaptation en feuilleton radiophonique, en bande dessinée, etc. De la machine à penser. Rien de vraiment heureux. Je pense pas que ça arrivera, à moins que du jour au lendemain, on, on ressorte la machine à penser, que tout le monde devienne ultra fan d'un seul coup. Mais c'est dommage parce que c'est une œuvre assez cool et du coup, je vais mettre la machine à penser en rang S, ne serait-ce que pour vous encourager à être curieux de cette histoire-là. Voilà, voilà, désolé, je viens de passer 10 minutes sans insulter personne. Voilà, désolé, c'était un peu trop intello pendant quelques secondes. Voilà. Allez, on va en choisir un autre. Espérons qu'on tombe au pif sur un personnage complètement con, histoire que ce soit rigolo. Ah bah oui, bah là en plus, celle-ci va vous amuser. Celle-ci va vous amuser parce que j'espère que vous la connaissez. On me l'a suggéré. C'est Clémence qui a voulu la mettre dans la liste, donc on la met bien sûr. Alors c'est un fan art, c'est l'un des rares fan art qu'on a sur elle. C'est Olympia Fonté, bien sûr la détective du monde d'Aria, qui apparaît dans Game of Thrones. L'un des rares, on est d'accord que c'est l'un des rares PNJ de l'univers de Game of Thrones qui n'est pas nommé d'après un sub. Quand vraiment il y a un PNJ très important, Fibre garde le nom d'origine. Ah, bah Clémence est parmi nous. Bonjour Clémence. Où je t'ai invoqué en disant ton nom, tout simplement. Bref, Olympia, évidemment. Peut-être le PNJ le plus populaire dans les mondes d'Aria. L'enquêtrice. On n'avait pas décrété qu'elle était vaguement lesbienne à un moment donné. Donc l'enquêtrice lesbienne du monde d'Aria. Ce qui est très drôle, c'est qu'on est tous complètement ok sur le fait que c'est une super enquêtrice, qu'elle est super forte et tout. On est d'accord que au final, elle a jamais résolu une seule affaire dans toutes les quêtes où elle est apparue, etc. D'accord qu'elle fait pas ça en fait. Jackass résout les affaires, mais elle, rien du tout. Mais bon, elle est quand même très très sympathique. Voilà, elle est bi, voilà, nous dit Noto. Mais très bien, d'accord, on va dire qu'elle est bi. Voilà. C'est vrai qu'elle s'est coltinée Nicolas et qu'elle a jamais vraiment résolu d'affaires. Ouais, mais je vais la mettre en génie quand même, ne serait-ce que par comment on dit, je joue pour mon équipe. Donc je vais la mettre alors il me rappelle que elle avait des soupçons forts, mais ils ont toujours su l'esquiver. Bah oui, puisqu'elle enquêtait sur les PJ, donc forcément. Et tout le monde me dit qu'elle est big, c'est très important. Donc voilà, très bien, Olympia Fonté, je vais la mettre en génie. Est-ce que j'ai écrit des textes avec Olympia? Est-ce que j'ai écrit des scénarios avec Olympia? Est-ce qu'à votre connaissance... Oui, elle a eu un enfant avec Nicolas. Oui, mais Nicolas est une femme aussi, quelque part. Est-ce que j'ai écrit un scénario avec Olympia à un moment donné? Parce que j'ai écrit du Jackass beaucoup. Mais est-ce que j'ai écrit du Olympia? Si, ben oui. Vous vous rappelez, je sais plus quelle saison, le scénario où les joueurs jouaient des enfants qui étaient fans de Raoul. Et c'était dans un hôtel bizarre où le temps se rebootait tout le temps. Et il y avait Olympia dedans, mais elle faisait pas grand chose. Bon, mais j'avais écrit ça. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même écrit une aventure d'Olympia une fois. Donc voilà, on est d'accord que c'est le dernier enquêteur de moi-même que je mets dans cette tier list. Parce que sinon, ce serait un petit peu bizarre. Allez, on part sur un autre. Alors, Perry Mason. Perry Mason. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il y a des gens suffisamment âgés dans ce chat
pour se rappeler de Perry Mason, sachant que là, j'utilise la version moderne quand même. J'utilise la version moderne. Perry Mason. Alors, qu'est-ce que c'est à la base, c'est un héros de roman policier américain. C'est un héros de roman policier américain, années 50, 60, qui est très. Vraiment la caricature du roman noir, dans le sens où le mec il parle avec un argot mais incompréhensible, tu vois, vraiment caricature. Euh, et il y a eu une adaptation en série télé qui était très connue, qui a duré jusque dans les années 80, et c'est sans doute à ça que vous pensez, ceux qui disent oui, oui, je connais de nom, etc. Et il y a depuis là, la deuxième saison vient de commencer, il y a une adaptation HBO moderne avec l'excellent Matthew Rhys, que vous avez peut-être vu dans The Americans, qui est, à mon avis, le meilleur acteur de sa génération. Je trouve que c'est dommage qu'on le voit pas plus. Et la nouvelle version est top. Voilà, la première saison, j'ai adoré. J'ai à peine commencé la deuxième, mais je sens que je vais adorer aussi. C'est vachement bien. Le concept de Perry Mason, c'est que c'est un détective. Donc la caricature, encore une fois, du détective film noir. Hein, il a toujours son chapeau, etc. Il est très borderline, très dépressif aussi, on va pas se mentir. Mais il a aussi la casquette d'avocat. Et c'est ça le concept, c'est que c'est le détective avocat. Donc à chaque fois dans ses affaires, il enquête pour sauver son client. Et donc il se retrouve à mener l'enquête. Et à la fin, il doit aussi faire le procès. Donc je trouve ça plutôt cool. Le concept est fun. Et la prestation de Matthew Rhys, elle est géniale. Alors, je me fais attaquer de tous les côtés. On me conseille des trucs par message privé aussi en parallèle. C'est pour ça que de temps en temps je regarde mon téléphone. Mais tout est noté, rassurez-vous. À plus tard, lune virtuelle. Donc vraiment Perry Mason, du coup, pour moi complètement, j'ai essayé de lire les bouquins et franchement j'ai du mal, mais au niveau mais la nouvelle série est vraiment top, donc voilà, donc du coup je suis obligé de mettre Perry Mason en génie. Voilà, il est cool, il est très 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 chouette. Voilà. Pygmalion pleure parce qu'elle l'a raté à Olympia. Eh bien écoute, replay, hein, qu'est-ce que que je te disais. Eddie Valiant. Alors, écoute, je le note et je ferai des recherches parce que je ne vois même pas de qui tu parles. Voilà. Il tombera sans doute dans la catégorie pas assez d'indices. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, Perry Mason, la nouvelle version, je ne peux que vous la conseiller. Allez, on va en faire encore quelques-uns. On est là depuis 1h30, je fais cette connerie. allez, on en prend un autre. Allez, on fait encore une petite demi-heure de ça. Allez. Ouf, là j'ai cliqué sur peut-être le plus débile de tous. On va voir s'il y en a qui le reconnaissent. S'il y en a qui le reconnaissent, hurlez, parce que c'est ça qu'on est censé faire quand on le voit. Ah, Eddie Valiant, c'est celui de Roger Rabbit. Voilà, tout à fait, ok. Est-ce que vous reconnaissez ce mec-là? Est-ce que j'ai besoin de vous dire son... Est-ce que vous reconnaissez ce mec? Est-ce que quelqu'un a la ref? Mais j'ai zoomé, Pygmalion, je sais bien que vous êtes myope. Alors, est-ce que vous l'avez? C'est Gringo, nous dit Lady Barn, pas du tout. C'est l'incroyable Gene Parmesan. Alors, ça, j'étais obligé de le mettre, mais vraiment... Alors, je vous explique. Il y a une sitcom que j'adore. Non, ce n'est pas Carlos non plus. C'est vrai qu'il ressemble un peu. Non, il fait pas particulièrement un beau café. Même enquêté, il le fait pas bien. Je l'adore, Gene Parmesan. C'est un des meilleurs détectives de Californie. En fait, vous connaissez Arrested Development, cette sitcom sur une famille riche qui perd tout son argent du jour au lendemain, et c'est tous des débiles profonds, ils sont tous ingérables, complètement immoraux et tout. Dans cette série, il y a un personnage récurrent qui s'appelle Gene Parmesan et qui est détective, et en fait, il est complètement nul pour toute la partie enquête. Vraiment, il y a un truc qu'il fait très bien, c'est qu'il passe son temps à traîner autour de ses clients déguisé. donc par exemple, il y a un moment où il va à une fête qui est genre le Cinco de Mayo, mais c'est compliqué à vous expliquer, mais bref, c'est une fête mexicaine, donc c'est pour ça qu'il est déguisé en mexicain. Je crois aussi que quand il enquête au Mexique, à un moment donné, il s'habille comme ça aussi. Et donc à chaque fois, ils sont dans un hôpital et ils disent il va vraiment falloir qu'on contacte Jane Parmesan
parce qu'on a besoin d'un détective. Et à ce moment-là, il enlève son costume et il dit je suis là. Et tout le monde est content de le voir et il dit ah, c'est vraiment un super détective, on sait jamais d'où il sort et tout. Et c'est juste ça qu'il fait. En fait, il fait rien d'autre, il enquête jamais. J'adore ce personnage, d'accord. Je le trouve génial. J'avais besoin de mettre ce détective qui pour moi est vraiment brillant. Néanmoins, je vais quand même le mettre dans les débilos parce qu'il n'a jamais résolu une seule affaire. Donc voilà, regardez Arrested Development, ne serait-ce que pour Gene Parmesan. Parmesan, ça pourrait être un rang S en vérité, mais non, mais je peux pas le mettre en rang S. Je le laisse là, je le laisse dans Débilos parce que c'est un Débilos. C'est un Débilos, mais il est très bon. Il est très très bon. Allez, on va en prendre un autre. Oula, Nancy Drew. Alors, Nancy Drew. Est-ce que ça vous parle? Il me semble qu'elle a eu un nom français en fait pendant longtemps, Nancy Drew. Et que peut-être beaucoup de gens ont lu. Alors, c'est des très très vieux bouquins à la base, qui a été adapté en série, en film. Il me semble qu'il y a une série récente aussi. Ah oui, en français, elle s'appelait Alice Roy. Qu'est-ce que c'est rétro cette habitude de traduire les noms des personnages. Nancy Drew, c'est donc une détective adolescente. C'est un peu dans l'ambiance. Le Club des 5, c'est la même époque. C'est la même époque. C'est l'idée de faire des romans pour enfants, mais qui sont très très moraux. Tu vois, Nancy Drew, c'est vraiment. Elle fait bien ses devoirs, elle est gentille avec les adultes, etc. Mais c'est quand même une enquêtrice. Et. Alors, personnellement, j'ai jamais lu Nancy Drew. Les adaptations filmiques, séries, etc. sont pas vraiment faits pour moi. C'est un peu. Vous savez, les films et les séries Nancy Drew, c'est un peu fait pour les soirées pyjama. Voilà. C'est un peu fait pour les soirées pyjama. Je suis un homme, donc je vais assez peu aux soirées pyjama. Néanmoins, c'est une rouquine, donc elle pourrait avoir un bon score aujourd'hui. Mais en fait, c'est un personnage intéressant à soulever parce que c'est encore plus vieux que le Club des 5 en vérité. Et je me demande s'il y a eu des itérations avant ça du modèle du détective adolescent, à part Rouletabille, bien sûr. Mais Rouletabille est encore un petit peu différent. Mais pour moi, c'est vraiment le. Tu vois, il n'y aurait pas eu de Nancy Drew, il n'y aurait pas eu de Véronica Mars, par exemple. Donc c'est un peu l'ancêtre. Bon, néanmoins, je vais la mettre dans pas assez d'indices parce que je suis pas vraiment concerné. Mais Nancy Drew, c'est un classique. Je suis surpris qu'aucun d'entre vous ne connaisse. Parce que c'est quand même, il y a eu une série de la CW récemment. Adapté de Nancy Drew, donc oui. Voilà. Voilà. Et donc, Barbie dans Barbie mène l'enquête est acceptée. Putain, je devrais peut-être le faire. Est-ce que Picard, c'est pas un peu un détective? Jean-Luc Picard? J'y réfléchirai. C'est vrai qu'il y a un côté résolution d'enquête dans tout ce qui est Star Trek. Fantomètre est noté, Clémence. Plusieurs personnes m'en ont parlé, donc rassure-toi. Jean Lulu, et oui, Jean-Luc Picard. Tous les personnages de Star Trek sont un peu des enquêteurs, mais en même temps, il y a Sherlock Holmes aussi dans Star Trek. Jean-Luc nous dit. C'est vrai que dans la nouvelle saison de Picard, ils arrêtent pas de dire Jean-Luc. Même les personnages français ils disent ça, c'est insupportable. Elona Holmes, je l'ai déjà noté. Allez, on en prend un au pif. Elona Holmes, qui est totalement une descendante, plus que de Sherlock Holmes, de Nancy Drew. Mais bon, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de Nancy Drew. Ah, alors celui-là, on m'a forcé à le mettre. Mais je le connais pas bien. C'est le commissaire Vimer, si je ne m'abuse, si j'ai bien noté. Qui est un personnage du Disque Monde, c'est ça, de Pratchett, et qui, genre, c'est un enquêteur de la garde, etc. Je pense que c'était l'inspi pour Jackass aussi dans Game of Thrones. Le truc, c'est que j'ai pas lu le Disque Monde. Voilà, donc du coup, je le connais pas bien. J'assume pas complètement de pas avoir vraiment la ref. Un jour, je les lirai tous, c'est sûr. Il va falloir que je les lise tous.
Surtout qu'en plus, à chaque fois que j'écris sur du Medfan, dans Game of Thrones par exemple, les gens me disent ah j'adore, ah ouais c'est très inspiré par Pratchett et tout, et les gens sont convaincus que je passe ma vie à plagier le Disque Monde. J'ai jamais lu Pratchett, donc non, Jackass c'est pas juste Colombo. Au début on voulait que ce soit Colombo du Moyen-Âge, et donc du coup la première fois qu'il est décrit, la première description quand il apparaît, on dit il a une armure mais toute débraillée de travers, etc. On le décrivait un peu comme ça, mais bon. Il va falloir lire, il va falloir que je lise Pratchett. Hein. Si quelqu'un veut m'offrir l'intégrale, mais alors une belle édition qui fera beau dans la bibliothèque. Parce qu'effectivement, il y a genre 34 livres, c'est ça que nous dit Lenny Barr. Il va falloir que je les lire. Voilà. Mais néanmoins, je pense que j'hésite entre pas assez d'indices et hors sujet, parce qu'il vit dans un univers qui a rien à voir. Mais bon, ça va être un hors sujet. Vous savez quoi mais oui, bien sûr que ça va me plaire Pratchett, c'est sûr, mais il faut juste que je m'y mette, quoi. Et puis j'ai lu du Pratchett, attention, hein, j'en ai lu plein, mais j'ai pas lu forcément les Annales du Disque Monde, et j'ai déjà plein de livres à lire, hein, toujours, mais je peux en rajouter, ce n'est pas un problème. Bon, on va le mettre hors sujet, je suis désolé. Une vidéo YouTube qui résumerait, mais je veux pas de résumé, je vais les lire pour de vrai, voilà, c'est promis. C'est promis. Mais soyez pas déçus, les enfants, j'ai qu'une vie, hein, je peux pas lire tous les livres du monde non plus, des fois je suis obligé de faire des choix, mais j'y viendrai à un moment donné. Allez, je le mets dans pas assez d'indices. Je sais que le problème que j'ai avec le commissaire Vimer, c'est qu'il vit dans l'univers du Disque Monde, et je sais ce qui se passe dans l'univers du Disque Monde, d'accord ? Donc moi c'est sûr que c'est hors sujet. Vous savez quoi, je le mets dans pas assez d'indices. Je suis honnête, d'accord ? Je suis honnête. Voilà. Et Noto, si tu es déçu de la classification, c'est parfait, ça veut dire que j'ai fait mon taf. Normalement, à la fin de chacune de mes tier lists, les gens sont mécontents et les gens m'en veulent, et c'est ça le principe. Voilà. Alors, allez, on va en prendre un autre. Ben le voilà. William Murdoch. Alors, c'est parti, il est temps. Alors là, j'espère que vous avez du temps devant vous, hein, parce que, allez, j'ai dit qu'il restait un quart d'heure de live. C'est parti pour un quart d'heure sur William Murdoch. allez, c'est parti. J'espère que vous avez. Alors, retenez tout ce que je vais vous dire, d'accord ? Et vous pourrez aller répéter tout ça à votre mamie. Et elle sera trop contente que vous partagiez son opinion sur William Murdoch. Parce que William Murdoch, c'est l'enquêteur préféré des mamies. Voilà, je suis obligé d'expliquer. William Murdoch, c'est le héros. Inspecteur William Murdoch de la maréchaussée de Toronto. Voilà son titre entier. Il est toujours très bien coiffé. C'est appréciable. Il est toujours tiré à 4 épingles. C'est à la base le héros de quelques romans que j'ai lus. C'est un détective qui enquête dans la ville de Toronto, au Canada. Non, pas Murglock. Lady Bard dit Murglock, je suis désolé. Non, il est pas glauque du tout. Et ça a donné une série qui s'appelle Les Enquêtes de Murdoch et qui passe en ce moment, le dimanche soir, sur France 3. Et c'est clairement pas le... Disons que c'est vraiment une série que tu regardes genre avec une tisane nuit tranquille. Mais c'est ce genre d'ambiance, d'accord. C'est très doux, d'accord. Il se passe rien de vraiment choquant dans Murdoch. De temps en temps, j'aime bien surréagir à ce qui se passe dans Murdoch, parce que des fois, de temps en temps, il se passe des trucs du style Murdoch se fait kidnapper, ou un personnage qu'on aime bien, un divorce, des trucs comme ça, d'accord. Et j'aime bien faire genre, je suis traumatisé par ce qui se passe, mais en vrai, c'est très gentil, d'accord. Et Murdoch, sa particularité, c'est que c'est un homme de science. Il a deux particularités. La première, c'est qu'il est catholique, ce qui lui posait beaucoup de problèmes dans les premières saisons parce que c'était mal vu au Canada à l'époque, les catholiques. Plus personne n'en a rien à foutre maintenant. C'est le surreact, effectivement. Je vais faire un surreact sur les enquêtes de Murdoch, sur mes épisodes préférés. J'aurais du mal parce là, pour le coup, il y a genre 15 saisons. Je les ai toutes vues, mais il y a genre 15 saisons. Oui, Murdoch, il y a un épisode, effectivement, où Murdoch se fait enfermer dans son propre micro-ondes géant. Non, c'est pas comme dans Navarro, il n'y a rien à voir avec Navarro. Murdoch, c'est un gentil monsieur, et son autre caractéristique, c'est que c'est un homme de science, d'accord. Il est catholique et homme de science, et donc il fait des inventions. C'est trop mal pitché. Je vais réussir à convaincre 0 personne de regarder les enquêtes de Murdoch, je le sens. Oui, je vais parler de l'histoire des micro-ondes géants.
Murdoch, dans tous les épisodes, il invente des trucs, d'accord. Et au début, il inventait des trucs qui étaient en rapport avec les enquêtes policières et qui existaient vraiment à l'époque. Du style, à l'époque, il y avait Alphonse Bertillon existait déjà, et donc il y avait les empreintes digitales, des trucs comme ça. Et donc il invente des trucs comme ça. Et en gros, le temps avance dans les enquêtes de Murdoch, et donc dans chaque nouvelle saison, les scénaristes ils regardent ce qui a été inventé à cette époque-là et ils l'intriguent. Et Murdoch l'invente en fait, tu vois. Euh... Et donc, attends, je suis en train de ramer là. Mais petit à petit, dans la série, ils sont arrivés à court de trucs à lui faire inventer. Donc maintenant, il invente n'importe quoi, tu vois. Et dans tous les épisodes, il invente des trucs. Dans un épisode récent, il a inventé, enfin récemment diffusé en France, il a inventé, enfin, il a perfectionné une machine, un tracker GPS. Il a inventé l'ordinateur portable aussi une fois, mais juste il n'y avait pas d'électronique, c'était juste son poste de travail, il tenait sur ses genoux comme ça, il l'ouvrait comme un ordinateur portable et travaillait comme ça. Il a inventé le micro-ondes aussi une fois, mais il a inventé taille industrielle, tu vois, il n'a pas encore fait la miniaturisation, donc il avait inventé un micro-ondes géant et il y a un méchant qui l'avait enfermé dedans, mais il s'en est sorti, rassurez-vous. Et donc c'est un peu une série steampunk si on veut, dans le sens où c'est un univers parallèle où il y a des technologies incroyables. Que dire d'autre Que dire d'autre pour convaincre de regarder les enquêtes de Murdoch? De temps en temps, il y a des personnages historiques. Ça fait un peu chapeau melon et bottes de cuir. Oui, mais alors... putain. Oui, ça fait un peu chapeau melon et bottes de cuir, mais en beaucoup moins dynamique, quoi. C'est vraiment beaucoup plus plan-plan. Euh... Non, 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 on n'aurait pas préféré qu'il reste dedans. Arrêtez, Dai Long, arrête de dire William Murdoch, franchement, s'il lui arrive quelque chose, mais je sais pas ce que je deviendrais. Vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du monde, et puis c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il y a un épisode où il retrouve sa sœur, et ils se sont pas vus depuis son enfance, il retrouve sa sœur qu'il a perdu de vue, il dit enfin, tu peux refaire partie de ma vie, etc. Et elle meurt dans l'épisode. Donc des trucs comme ça, d'accord, Murdoch, c'est un homme qui souffre beaucoup. Euh... euh... Murdoch, William Murdoch. Écoute, il rencontre des personnages historiques. Il y a un épisode avec Lovecraft. Il rencontre Lovecraft à un moment donné. Qui rencontre d'autres? Il rencontre Sherlock Holmes. En fait, il rencontre un schizophrène qui se prend pour Sherlock Holmes, même si c'est un personnage de fiction. Il rencontre. Il rencontre Winston Churchill. Dans plusieurs épisodes. Il y a un épisode Very Bad Trip avec Winston Churchill où Churchill s'est pris une cuite à Toronto et Murdoch doit l'aider à essayer de remarcher dans ses pas pour le dédouaner d'un meurtre. C'est trop mal expliqué. C'est très mal vendu. Écoutez, je vais devoir faire un react sur les enquêtes de Murdoch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je le ferai. On regardera les enquêtes de Murdoch tout son temps. Churchill fume un cigare et alcoolique. Il est terrible, Churchill. C'est Churchill jeune en plus. Parce que ça se passe bien avant le Churchill qu'on connaît. Bref, William Murdoch c'est rang S, d'accord, voilà, on va s'arrêter là-dessus, hein, voilà. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, et je vous promets que si vous restez abonné à cette chaîne, si vous subez, je vous promets que vous deviendrez vous aussi des Murdoch Head, d'accord, c'est comme ça qu'on appelle je viens de décider que c'était comme ça que s'appelait la communauté des fans de Murdoch. Je vais en faire un dernier là, je vais en prendre un dernier au hasard et on va en discuter vite fait et je vais le placer et on s'arrêtera là. Sachant qu'on a... Merci Dailong d'avoir pris un abonnement, merci beaucoup. Juste après que j'ai dit tu vas devenir fan de Murdoch, c'est abonné direct. Allez, si, ça fait 30 minutes depuis que j'ai dit dans 30 minutes. Allez, je vais en prendre un au pif. On a fait aucun des classiques. Vous vous rendez compte qu'on a pas fait Sherlock Holmes? Tu vas devenir un Murdoch Head, c'est comme ça. Ça s'écrit pas comme ça, Murdoch ça s'écrit avec un H. Voilà. S'il te plaît. Et puis j'adore quand il arrive sur une scène de crime, Murdoch, il fait un truc génial. Il arrive sur une scène de crime, il sort sa petite plaque et il dit Inspecteur William Murdoch de la maréchaussée de Toronto. Il range sa plaque et ensuite il voit le cadavre et il fait le signe de croix. Quel autre détective fait ça, franchement? Bon, allez, j'en prends un autre. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas fait Sherlock Holmes, on n'a pas fait Rouletabille, on n'a pas fait Hercule Poirot. Il y en a plein encore à faire. Vous savez quoi? On va faire beaucoup de live détective. Allez, j'en prends un au hasard. Ah ben, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Allez, celui-là, il est culte de chez culte. Allez, on le connaît. C'est lui, Conan Edogawa, alias Détective Conan. Alors, tout le monde l'adore. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure.
donc héros du manga et de l'animé du même nom de Détective Conan. Détective Conan, il est génial. C'était toute mon enfance quand j'étais petit. Tous les soirs après l'école, je regardais un épisode de Détective Conan. Et, euh, et j'adorais. Franchement, j'étais complètement fasciné. Je pense que je suis devenu fan de Whodunit et tout par ce biais-là. Euh, le problème que j'avais, c'est qu'à l'époque, c'était encore assez nouveau. Les dessins animés japonais à l'état brut, c'est-à-dire où ils nous gardaient les noms japonais et tout. Tant et si bien que je me rappelle que très souvent les épisodes se terminaient de façon assez brutale où il nous disait il faisait la démonstration finale et il disait, et le coupable c'est Monsieur Aizawa, et générique de fin, et je me rappelle qu'on terminait souvent l'épisode en disant, mais c'était qui déjà Monsieur Aizawa? C'était lequel? En fait on n'arrivait pas à retenir les noms. Ça allait trop vite parce qu'en plus les épisodes étaient super courts et le temps qu'ils fassent tout leur gag de Détective Conan et tout. Et dans Détective Conan il faisait un truc que j'adorais, et c'est que il avait des gadgets, d'accord, et les deux gadgets qu'il utilisait le plus, c'est à la fin de chaque enquête. Alors, non, faut que je vous explique depuis le début de quoi ça parle. À la base, Détective Conan, c'était un détective ado. Ce qui est un peu bizarre aussi, mais bon. Et c'était un détective respecté qui aidait la police et tout. Il y a des méchants qui lui ont injecté une substance toxique qui l'a transformé en enfant, d'accord. Il décide de garder ça secret pour protéger ses proches. Et que fait-il? Il continue à résoudre des enquêtes, mais pour pouvoir résoudre des enquêtes alors que c'est un enfant, en fait, il enquête en secret. Et quand il a trouvé la solution de l'affaire, il utilise sa montre, qui est une montre lance-fléchette soporifique, et il envoie la fléchette sur son oncle Kogoro, qui est un détective privé à la ramasse. Il lui lance la fléchette, le détective Kogoro s'endort, et Conan se met derrière lui, et il utilise son nœud papillon, qui est un nœud papillon électronique qui lui permet de changer sa voix et de faire la voix de Kogoro, et il parle à sa place en fait, et il fait genre la ventriloquie, tu vois. Et il résout l'affaire. Et donc du coup, Kogoro devient un détective super célèbre et surnommé le détective endormi. Et c'est très drôle, c'est rigolo, c'est super violent. Et je pense que c'était ça que j'aimais quand j'étais petit. Ils se foutaient pas de notre gueule. Les enquêtes pour meurtre, c'était des vrais meurtres bien glauques. Donc pour ça, c'était un régal. Les astuces étaient parfois complètement tirées par les cheveux, parfois pas connes du tout. Et il y avait vraiment à chaque fois un petit côté puzzle. On avait envie d'essayer de deviner avant Conan, mais ça allait tellement vite, on n'y arrivait jamais. Mais c'était plutôt marrant. Il avait un autre gadget. Le seul défaut pour moi de Détective Conan, c'est qu'il était fan de foot. Ça, super relou, mais bon. Et oui, alors, je vois qu'on dit dans mon chat du mal de Kogoro. On dit c'est un détective alcoolique, misogyne et incompétent. Euh, alors, c'est vrai, c'est la vérité, ça. Détective alcoolique, misogyne, obsédé sexuel, incompétent. Il vit avec sa fille adolescente et genre elle fait tout et il râle en plus. Il dit hey, oh, c'est à quelle heure que tu sers le repas, etc. C'est vraiment un connard, Kogoro. Mais on finit par l'adorer parce que c'est cette espèce de méga loser, tu vois, c'est un personnage un peu à la De Funès dans le sens où il a une confiance en lui qui est stratosphérique, mais il a aucun argument pour avoir autant confiance en lui. En fait, il y a aucune raison. Et il a vachement confiance en lui. Et en fait, petit à petit, il a des qualités qu'il sauve. Par exemple, c'est un mec qui a un vrai sens de la justice, tu vois. Et il veut vraiment sauver les innocents et aider les coupables, etc. Il est pas lâche du tout. Quand il y a des dangers, c'est le premier à se jeter dans la baston et tout. Et ce qui fait qu'on finit par bien l'aimer et par se dire qu'il est très con, l'oncle Kogoro. Mais on a envie que ça marche pour lui, tu vois. Et moi, je sais que c'était genre mon personnage préféré. Je l'aimais beaucoup, Kogoro. Et il y a quelques épisodes où il arrive à résoudre les enquêtes tout seul. Et c'est genre des grands moments de victoire des faibles. Allez, à plus les libards. De toute façon, on a presque terminé. Donc tout ça pour dire, Détective Conan, je l'adore. Ils ont son tome. On parle souvent de One Piece. Je pense que Détective Conan, c'est encore plus vieux. Ça a une longévité encore plus incroyable. Il y a un film d'animation qui va sortir, Détective Conan, cette année dans les salles françaises. Détective Conan, c'est très cool. Ça va partir en rang S. Voilà, allez. Détective Conan en rang S. Écoutez, comme d'habitude, on termine la session tier list avec une tier list plutôt équilibrée.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y en a plein super cool à faire pour la suite. Et puis voilà, on se retrouve. Ce sera pas cette semaine, mais ce sera la semaine prochaine. Et voilà, écoutez, merci d'avoir été là, merci d'avoir été réactif, merci de m'avoir conseillé d'autres personnages que j'ai rajoutés à ma liste, bien sûr. Et puis on reparlera de tout ça bientôt, la semaine prochaine. Voilà. Ultra fan du fil de pêche, ultra fan du fil de pêche pour les explications de meurtre. C'est vrai qu'ils utilisaient dans Détective Conan des fils de pêche, au moins un épisode sur 2, pour justifier comment les mecs avaient fait. Quand j'étais petit, j'étais convaincu que j'ai volé plusieurs fois du fil de pêche à mon père parce que j'étais convaincu qu'on pouvait faire des trucs incroyables avec ce truc. Si j'avais eu l'opportunité d'assassiner quelqu'un, je me serais servi du fil de pêche à l'époque, c'est sûr et certain. Vrai truc. Bon allez, on termine là-dessus, sur ces bonnes paroles. Au revoir, merci beaucoup. Allez, on se retrouve vite. Ciao.